That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Tetsuo. Tetsuo ne se regarde pas vraiment, on le traverse. Et quand on en sort, quelque chose de soi est resté derrière comme un éclat, une brûlure. Tetsuo, The Highwayman, réalisé en 1989, appartient à cette catégorie d'images qui n'illustre rien, mais qui perfore. C'est un film qui s'impose comme un choc nerveux, une secousse du corps, du regard, du son, de la matière même du cinéma. Dès ces premières secondes, on comprend que rien n'y sera stable. La caméra tremble, les objets respirent, la ville se contracte. C'est comme si tout Tokyo, saturé de métal, de fils électriques, de pulsations mécaniques, se retournait contre l'humain pour lui rappeler ce qu'il est devenu, un prolongement de la machine. Oui, Tetsuo, j'avais oublié de le dire, c'est un film japonais. Mais Tetsuo n'est pas un film sur la technologie. Ce n'est pas non plus un film d'anticipation, c'est un film du présent, même s'il a été réalisé en 89. Un film d'intérieur. Le fer n'y est pas symbole, il est peau, infection, désir. L'homme ne devient pas cyborg, il devient plaie, une surface où la ville, les déchets, la mémoire industrielle viennent se coller, se souder, se greffer. Tout ce que le Japon moderne a voulu cacher, le trauma, enfin différentes sortes de traumas, la honte, la reconstruction à marche forcée, ressurgit ici dans la fureur d'un montage à la fois primitif et savant, un montage qui scande comme un cœur malade. Shinya Tsukamoto, l'auteur, filme la métamorphose comme on peindrait une crise, avec ses mains, ses nerfs, ses cicatrices. Dans ce chaos de noir et blanc, la lumière découpe le métal comme un souvenir, la chair comme un refus de disparaître. C'est un cinéma artisanal, mais jamais pauvre. Il est vital. Un cinéma de l'urgence, tourné avec les restes du monde pour rappeler que l'image peut encore être un cri, un spasme, un geste de survie. Et puis 3 ans plus tard, en 1992, vient Tetsuo 2, Body Hammer, toujours du même Shinya Tsukamoto. Le même crime est devenu inconscient de lui-même, pardon, le même corps mais plus vaste, plus organisé, presque politique. Le fer n'est plus seulement une fièvre qui dévore, il devient une structure, une logique de domination. L'homme de fer n'est plus une victime, il devient le père, il devient l'arme. Le métal qu'il secrète n'est plus le symptôme d'une maladie, mais la conséquence d'une filiation, celle d'un monde où la puissance s'hérite comme une malédiction. Là où The Highwayman était un délire organique, Body Hammer cherche la forme d'une tragédie. L'angoisse de la ville cède la place à celle de la transmission. Le héros de Body Hammer court après son fils comme Tsukamoto court après le sens même de sa mutation. Le chaos, cette fois, se discipline, se met en ordre. Et ce passage de l'instinct à la conscience, de la pulsion à la construction, dit tout ce qu'il y a de profondément humain dans cette œuvre. Car au fond, les deux films racontent la même histoire, selon moi, celle d'un homme qui tente, dans le vacarme de la ville, de retrouver la sensation d'exister. Ils sont les deux faces d'un même geste. Le premier, c'est un cri jeté contre le béton. Le second, c'est un écho réfléchi dans les ruines. Et entre les deux, quelque chose s'apaise, non par la rage, mais par le désespoir. Et l'on comprend que le métal n'était pas un ennemi, mais plutôt un miroir. Tsukamoto ne filme pas la fusion de l'homme et de la machine, il filme leur indissociabilité. Il filme la naissance d'un nouvel organisme où la douleur devient énergie, où la destruction devient forme et où le cinéma retrouve son pouvoir premier, c'est-à-dire transformer la matière du monde en matière de regard. Dans Tetsuo, les deux, chaque plan respire, grince, hurle, comme si la pellicule elle-même voulait s'arracher à sa propre fixité. Et c'est peut-être là que se joue quelque chose d'essentiel. Le retour du cinéma à sa nature physique, palpable, sensuelle, mais celle d'une lumière. Et je modère ma parole quand je dis lumière, celle d'une lumière qui lutte pour exister. Alors quand le film s'achève et que le silence revient, il ne reste pas une histoire, ni même une image, il reste un battement, un bruit dans le sang, celui du fer, du corps et du monde qui ne cesse de se confondre. Mauvais genre, deuxième épisode de cette deuxième saison. Vous l'avez compris, on va parler de Tetsuo, le premier et le second. C'est un double choix de Romain Rimbaud qui a cofondé cette émission avec moi-même. Je suis très content en tout cas qu'il soit encore là et il le sera pour un bout de temps. Donc, deux questions, comment vas-tu et pourquoi Tetsuo?
Bah, je vais très bien, surtout après un aussi beau texte. En fait, on pourrait s'arrêter là. Tu as tout dit, extrêmement bien, donc je n'ai plus rien à rajouter. Oh si, oh si, oh si. Non, vraiment, vraiment passionnant à écouter, hein, vraiment. Je trouve que tu as vraiment, parce que pour le coup, toi, c'était ta première découverte, hein, me semble-t-il. Complètement, les 2. Donc c'est non, c'est vraiment fascinant de voir tout ce que tu as saisi déjà lors d'une première découverte, parce que moi, il m'a fallu du temps, en fait, pour structurer tout ça. Alors parce que peut-être je l'ai vu très, très jeune. C'est un film que j'ai vu, je crois que le premier je l'ai vu j'avais 16 ans. C'était mon grand cousin qui était fan de cinéma japonais qui m'a fait découvrir un petit peu ça. C'est l'époque où je découvrais le cinéma japonais et je pense que c'était le souvenir le plus puissant. Il y a 3 réalisateurs 4 réalisateurs que j'ai découverts à cette époque-là. Ouais, en fait, là, je devance ta question, par rapport à pourquoi, mais je vais un peu plus loin. Heu, il y a Takashi Miike d'abord, qui a été pour moi une grosse j'ai découvert Audition qui m'a, littéralement, mis sur les rotules et que j'ai trouvé incroyable. Et ça, pour le coup, je l'avais vu avec un autre cousin qui me dit: «Ah, viens voir, il y a un film chelou qui est sorti, il paraissait trop bien, il y a une séquence de torture infernale à la fin. Il y a de l'Eroguro, tu vas Mini, découvrir». mini, 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 mini. Moi, je l'avais vu en projection de presse à l'époque. Ça doit être J'étais incroyable à voir. ah ouais, je commençais le métier, ouais, je m'en rappelle très Surtout que bien. moi, j'en savais peut-être un petit peu trop, en fait, sur le truc. Toi, pour le coup, je pense que le choc devait être d'autant plus puissant quand tu ne sais pas de quoi ça parle et où ça va surtout. Et donc je découvre, voilà, Miike, Kitano en parallèle quand même, Ah oui, par bien sûr. l'entremise de Joe Hisaishi en fait, parce que moi je regardais beaucoup de Miyazaki un petit p avant et Joe Hisaishi me mène en fait vers Kitano. Je découvre Oshima et je découvre principalement l'Empire des Sens et surtout l'Empire de la Passion qui pour moi était un film qui m'a Exactement. complètement que je trouve un incroyable film de fantôme et donc voilà, j'ai été complètement transporté par l'Empire de la Passion en particulier, même si j'aime beaucoup l'Empire des Sens et mon cousin me ramène un jour, alors j'ai 16 ans, il me ramène un truc téléchargé sur un DivX à l'époque, ça y est, ça commence à être vieux DivX, avec un film étrangement appelé Tetsuo que je retrouverai quelques années plus tard, que je vais acheter en DVD quelques années plus tard avec dans la collection que Jean-Pierre Dionnet avait sorti, Oui. produit par Studio Canal et je tombe aussi complètement alors là, pour le coup, le film devient une obsession, c'est-à-dire que je le vois donc j'ai 16 ans, je pense que dans les 2 années qui ont suivi, j'ai dû le voir une quinzaine de fois. Là, je dois le voir à peu près une fois par an. Le Mmh. premier en particulier est très fort pour moi. Le deuxième, je le vois quand même dans la foulée, parce que mon cousin me file les 2. Je suis moins fasciné par le deuxième. Il y a un truc qui reste très profond, ancré, et qui vraiment me tétanise, m'horrifie et en même temps, je comprends pas trop ce que je ressens parce que j'entends une forme de quelque chose de très festif en même temps. Comme et ça correspond bien parce que je vois une interview de Tsukamoto après qui dit grossièrement alors c'était un truc qui était, c'était la je crois l'interview que Jean-Pierre Dionnet faisait sur le DVD de Canal à l'époque où il expliquait que Tsukamoto explique qu'une fois que quand vous allez voir mon film, vous allez énormément souffrir et lorsque vous aurez fini, vous vous sentirez bizarrement beaucoup mieux et c'est ce que je ressens, en fait, à la sortie du film, avant d'avoir vu cette interview de Tsukamoto que je regarde a posteriori et je me dis: «Ah, je me sens bien après» et donc Mmh. régulièrement, j'ai besoin de ce shoot, en fait, qui fait que maintenant chaque année, je revois au moins Tetsuo 2, si ce n'est enfin Tetsuo puis Tetsuo 2 si je peux. Alors voir, c'est vrai qu'il faut quand même intégrer qu'il y a un Tetsuo 3 qui s'appelle The Bullet Man aussi, qu'il a fait pour le marché américain qui est un film qui était censé être plus facile d'accès, qui est devenu qui est encore plus abstrait que les 2 premiers, qui est une sorte d'abstraction faite film, mais qui est vraiment moi je le trouve très décorrélé, je le trouve beaucoup moins intéressant parce que quand même il s'adresse à un public américain, donc il rationalise énormément de choses. Mmh. Il essaie de donner une raison à tout ça et je trouve le film beaucoup moins intéressant. Hem J'aurais rêvé voir celui que Tarantino voulait faire avec lui, qui s'appelle Flying Tetsuo, qui est un projet qu'ils avaient tous les 2. Moi, j'aurais adoré voir ça. Mais on a voilà, Tetsuo 3 de Bullet Man, qui est un film au demeurant très intéressant. Il y a des trucs absolument fascinants visuellement, mais je suis un peu moins je suis beaucoup moins accroché. Moi, je trouve que Tetsuo 1 et Tetsuo 2, c'est comme, comme tu l'as dit, c'est 2 œuvres qui sont pour moi complètement indissociables, en fait, l'une de l'autre. C'est le même c'est un petit peu comme même si c'est des films très différents, comme Evil Dead et Evil Dead 2, en fait. Il y a une sorte de truc où on est à la fois sur un remake, mais qui n'est pas vraiment un remake, qui retravaille, qui est une réexploration. Là, il ajoute la couleur, donc avec la couleur, il va pouvoir rajouter des choses, rendre peut-être plus clair certaines choses, tout en restant dans quelque chose de très, très peu bavard, encore une fois, qui est vraiment quelque chose qui est une sorte de festival d'essence où on va te brutaliser, te faire mal, te faire souffrir et en même temps te faire plaisir. Même si Tsukamoto se défend d'être masochiste, heu, il y a quand même quelque chose où toi, en tous les cas, il y a une sorte de masochisme face au film, mais qui à terme, en fait, t'amène à quelque chose de très heideggerien, cette idée de reprendre, contact avec son propre corps, pour pouvoir justement,
récupérer cette angoisse qu'on a vis-à-vis de la mort et qui est cette tonalité fondamentale de ce que Heidegger appelle l'être à la mort que nous sommes et qui permet justement de développer un projet d'existence. Donc je fais un peu du Heidegger un peu très, très, très dégrossi là. Mais je trouve qu'il y a un truc chez Tsukamoto qui se rapproche de ça et qui me fascine. Donc voilà pourquoi Tsukamoto et pourquoi. Alors, parce qu'aussi Tsukamoto, certainement aujourd'hui encore, et je le pense très sincèrement, un des réalisateurs les plus importants pour moi, parce qu'il n'y a pas que Tetsuo et Tetsuo 2. Il y a sa trilogie Tokyo Heat dont on peut poser comme étant Tetsuo et Tetsuo 2 comme étant un seul et même membre de cette trilogie, Bullet Ballet et dans Oui. l'autre sens, pardon, Tokyo Fist puis Bullet Ballet, Oui. qui sont 3 films incroyables. Et après, effectivement, il y a tous ces films. Moi, j'aime beaucoup ces films de studio. Après ça, ces films indépendants, mais il a fait quelques films de studio. Il en a fait 4. Il a fait Hiroku the Goblin, qui est un film de fantôme japonais avec Kenji Sawada, qui est une sorte de comédie d'horreur, qui est très inspirée d'Evil Dead aussi, qui est un film vraiment génial. Gemini, qui est une relecture, qui est une adaptation d'Edogawa Rampo, mais et qui ressemble beaucoup à Faux Semblant aussi. Il y a du Cronenberg, hein, Tsukamoto n'a jamais caché son amour. Oui, il l'a toujours dit. Il y a une vraie proximité. Et puis il a fait Nightmare Detective 1 et 2, qui sont 2 films de studio qui sont vraiment hyper intéressants, surtout le premier qui ramène beaucoup à Tetsuo. Et puis après, bon, il y a tous ces films qui sont moi, un film que j'aime de plus profond de mon cœur, qui s'appelle Vital aussi, qui est un film qui raconte l'histoire avec comment s'appelle-t-il, avec ça va me revenir, il me reviendra tout à l'heure, l'acteur qui est incroyable dedans, qui joue et voilà, ce que j'aime beaucoup, voilà, cette idée de ce mec qui perd sa copine dans un accident de voiture, qui reprend ses études de médecine par la suite, qui va se retrouver finalement lors de ses exercices d'exploration du corps à devoir autopsier le corps de ce qu'il pense être le corps de sa copine. Et je trouve, voilà, toute l'idée et tout ça, en fait, c'est très glauque, c'est très sordide sur le fond, mais en fait, chez Tsukamoto, on va aller dans les tréfonds pour en fait en ressortir et encore une fois en sortir beaucoup mieux. Il y a toujours une quête de sens, une quête de bonheur chez Tsukamoto qui est présente malgré l'extrême violence, l'extrême brutalité de ces films. Et voilà, c'est ça que j'aime chez Tsukamoto et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est très certainement un de mes réalisateurs favoris chez lesquels je conseille, je pense que je peux peut-être en faire la pub, le coffret Carlotta qui est sorti l'an dernier, me semble-t-il, il y a 2 ans, que je conseille très fortement parce qu'il y a toutes ces œuvres indépendantes, il n'y a pas ces œuvres de studio, enfin pas ces films de studio, mais ça, voilà. Et deux dernières petites choses, c'est un des Tsukamoto, quand j'ai acheté ce coffret-là de Carlotta, avec le petit bouquin d'ailleurs de Julien Cévéon, que je trouve très très bien, qui est dedans aussi, il y a, j'avais mon petit chien qui venait d'arriver, et c'est devenu Tsukamoto le film préféré le réalisateur préféré de mon chien aussi, puisque c'est très intéressant, et je pense que ça a quand même du sens. Quand il était chiot, il passait sa soirée avec moi en bas, le soir, puisqu'on le faisait dormir en bas pour pas qu'il se mette la gueule dans l'escalier vu qu'on dort en haut. Et donc je faisais une séance ciné avec lui le soir avant de dormir. Et c'est à ce moment-là où j'ai reparcouru toute la filmo de Tsukamoto. Et il a été extrêmement réceptif. Et c'est intéressant, il regardait, il fixait, il réagissait au film. Et c'était très étonnant parce que, encore une fois, je pense que toute cette violence, ces images qui bougent, qui sont extrêmement instables, cette brutalité, ces cris, la musique de Shuishikawa qui est complètement tarée, qui est du bruit d'ailleurs plus que de la musique, mais il fait du bruit, il utilise la musicalité du bruit, ça l'a énormément stimulé à regarder. Donc depuis avec ma femme, on considère que c'est le réalisateur préféré de Tilki, c'est Shinya Tsukamoto. Mais parce je pense qu'il y a quelque chose vraiment dans la brutalité des images, que ce soit d'ailleurs en noir et blanc, en couleur, il y a quelque chose qui attire le regard énormément et qui parle, je pense, en termes de violence, de brutalité, au-delà même de tout langage. Et je trouve ça assez incroyable. Ah, il y a plusieurs choses là. On va commencer par les choses les plus anodines à la chose la plus importante. Les choses les plus anodines, c'est que parmi les cinéastes importants qui t'ont regardé, c'est-à-dire du haut de tes 16 ans, je pensais que tu allais me dire John Carpenter. Il s'avère que non. Bon, je me suis trompé. Deuxièmement, je pense qu'il faudrait qu'un jour quelqu'un ou quelqu'une, et là je suis très subjectif quand je dis ça, il faudrait que quelqu'un ou quelqu'une fasse un essai, un livre sur comment dire, l'apport définitif, fondamental, important des cousins et des cousines par rapport aux cinéphiles et aux cinéfils dans le registre du film d'horreur. Je dis ça, je referme la parenthèse, mais si je le dis, c'est que ça me parle aussi. Moi, mon cousin, Sofiane, me racontait les films d'horreur qui passaient. Moi, bon, je suis un peu plus vieux que toi, tu le sais. Donc, moi, je suis un enfant de Canal+. Je suis un enfant de Canal+. On va dire que j'avais 10 ans dans les années 80. Ouais. Donc, mon cousin qui a encore 3 ans de plus que moi, me racontait tous ces films d'horreur qui passaient sur Canal. Et il faut savoir que quand on a eu 10 ans dans les années 80, c'était une révolution de savoir que 3 fois par mois,
3 samedis par mois, il va y avoir un film d'horreur à la télévision. C'est un truc, on imagine, enfin aujourd'hui, voilà. Mais il faut le savoir qu'on imaginait. Bon, je ne dirais pas ce qu'il y avait le 4e samedi, mais ça aussi, ça faisait partie de Ça fait partie de l'ensemble, évidemment. ça faisait partie de l'ensemble. Et moi, il me racontait des films que je n'avais pas le droit de. Je vais terminer très très vite cette. Ah, je t'en Mais prie, en je t'en même temps, prie. je crois que c'est peut-être un lien avec Tetsuo. Ça peut avoir un lien. Donc, il me racontait les histoires et je disais à mon cousin, ne me raconte pas l'histoire, mais raconte-moi. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je disais à mon cousin, raconte-moi comment il fait, comment c'est. En fait, Ouais, sans le savoir, je lui ai demandé de me raconter la mise en scène. Donc, je pense c'est que si j'ai super été beau. critique de C'est cinéma, c'est peut-être pour ça. Et c'est super troisième beau. question, et je t'en prie, et troisième question qui est pour le coup beaucoup plus importante, enfin, troisième chose qui est beaucoup plus importante. Tu dis voir ce film très souvent, enfin, en tout cas, Tetsuo, le premier, très, très souvent. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a le voir à un certain âge et le voir des années plus tard. Donc, le cinéma évolue, le monde aussi évolue, on évolue. Et c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui fait que ce film, aujourd'hui, continue encore peut-être d'avoir des résonances dans ton rapport aux images et donc dans ton rapport au monde. Voilà, sans vouloir être dans l'intimité, mais plutôt dans ton intimité aux images. Qu'est-ce qui fait que ce film, tu as besoin de le voir? Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de très. Alors, je trouve, moi, c'est un film pour moi qui s'affranchit de la question temporelle, en fait. Je pense que c'est un film qui est hors de l'espace et hors du temps pour moi, parce que ce Tokyo-là est hors du temps et hors de l'espace littéralement. C'est une sorte de Tokyo où il y a une apocalypse qui a eu lieu, mais elle semble sourde. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dès les premières images, et en même temps, euh, est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? On ne sait pas. Mais il y a eu un changement, il y a eu une métamorphose hors avoir individuellement des personnages principaux et qui vont avoir des conséquences sur leur corps. C'est un truc qui est en changement. Ça, de manière très bergsonienne, il y a un truc, c'est un film que je considère vraiment qui est hors du temps au sens où on le spatialise et dans une forme de durée. Mais pour le coup, je pense je pense à La Mouche aussi, hein. Je pense qu'il y a évidemment tous ces trucs-là Oui, en fond aussi. C'est des films de métamorphose. Je pense à Kafka pour le coup, dont La Mouche veut aussi un écho. Et je trouve qu'il y a Cronenberg. il y a ce truc-là. Ou Cronenberg, voilà. Lui, il parle de Oui. Vidéodrome, je crois beaucoup. Il parle de Blade Runner Non, mais aussi chez Scott. par Mais rapport à Kafka, par rapport à tout ça, oui, on est dedans, quoi. Ouais. ah, c'est totalement. Moi, c'est pas ça. Je dirais qu'à l'époque, Cronenberg a beaucoup apprécié le film. Et puis, bon, pour le coup, lui, Tsukamoto se réclame de Cronenberg. Je sais qu'il y a Clive Barker qui a aussi une affection tout particulière pour le film, ce qui est assez compréhensible aussi. Tarantino aussi va énormément l'apprécier. Donc, c'est un film minuscule qui finalement va va avoir une sorte de postérité, enfin, même d'ailleurs de première réception assez folle. Donc, pour revenir à ta question, voilà, je trouve que ce film-là, il est hors du temps, en fait. Et c'est ça qui fait que je trouve qu'il est tout le temps, en fait, en étant hors du temps, il est tout le temps d'actualité. Il me parle, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose, il fait résonance vraiment à quelque chose de l'intime, de l'universel. Il arrive à rendre finalement palpable presque des concepts métaphysiques. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de réalisateurs qui arrivent à faire ça. Moi, je trouve un film comme Paprika de Satoshi Kon arrive à faire ça. Je trouve qu'il Mhm. a cette manière de rendre palpable, et là, je trouve que ça passe énormément par le dessin chez Satoshi Kon. Il arrive à rendre la matière du rêve extrêmement concrète, palpable. Je dirais elle est tout le temps en temps. Tu parlais tout à l'heure d'un battement de cœur. Quand on voit les animations chez Satoshi Kon, quand on est notamment dans le rêve, ça, ça palpite. Voilà, on sent des chairs en palpitation, en métamorphose continuellement. Et Tsukamoto, il y a ce truc-là. Il y a ce truc où j'ai besoin de ce truc-là parce que c'est un film qui me fait du bien. En fait, vraiment de manière très intime, ça me fait du bien. Viscéralement, ça me fait du bien. Existentiellement, ça me fait du bien, autant que ça me fait souffrir. Et en même temps, c'est un film, dans mon rapport aux images, il y a quelque chose, il y a ce choc adolescent. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui est très adolescent dans sa manière de faire. C'est un film de la découverte, c'est un film d'une forme de folie, d'une forme qui est très, très pulsionnelle, en fait, dans ce qu'il montre. Surtout le premier, vraiment. Le deuxième a quelque chose d'un peu plus cérébral, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus pensé. Ce qui est aussi intéressant, parce qu'on peut faire. Moi, je trouve que pour le coup, quand on parle de Cronenberg, Tetsuo 2 est très, 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 très proche de Crash. Je trouve que pour moi, c'est deux films qui sont extrêmement jumeaux, de par leur travail, même simplement de la colorimétrie. C'est assez hallucinant de voir la proximité entre ce Tokyo bleuté, ville déshumanisée, et ce sous-sol rouge
qui ramène avec cette sorte de regroupement d'hommes dans le sous-sol où on va travailler la chair, la musculature, le métal. Et finalement, on a plus envie d'être en dessous avec les monstres. Et ça, Dionnet l'expliquait très bien. D'ailleurs, j'ai découvert Dionnet par l'entremise de Tsukamoto. J'ai fait un grand virage au Japon pour découvrir Dionnet. C'est à ce moment-là que je le découvre et grâce aux interventions qu'il fait pour présenter Tetsuo à l'époque. Et a posteriori, je vais aller découvrir sur YouTube les petites interventions qu'il faisait au début des quartiers interdits, etc. Mais je vais le découvrir vraiment après. Donc Tetsuo me fait découvrir beaucoup de choses en réalité, au-delà même de Tetsuo, de Tsukamoto, du cinéma japonais. Et je trouve, voilà, il y a ce truc-là de cinéma, ce cinéma, moi, que j'aime, qui me parle, qui est un cinéma très agressif, très brutal, très primaire, très viscéral, qui ne s'encombre pas. Parce que moi, j'ai un problème avec le cinéma mais je pense qu'on est tous là, puisque le cinéma, par définition, c'est raconter par des images et par du son quelque chose, nous raconter quelque chose qui s'affranchit du langage. C'est-à-dire que le médium cinématographique, il a une spécificité qui fait que ce que je raconte avec le cinéma, je ne peux pas le raconter, en tout cas de cette manière, avec autre chose, puisque c'est la spécificité médiumnique. Et je trouve que Tetsuo le fait. En fait, Tetsuo, il utilise pleinement la spécificité du médium cinématographique. Il n'y a que lui, il n'y a que le cinéma qui peut raconter les choses de cette manière-là. Il n'y a pas de texte superflu, c'est pas surligné. C'est la mise en scène qui me dit tout. C'est la brutalité de cette mise en scène, c'est le passage d'un plan à un autre, c'est ce qui se passe entre deux plans. Tout ça est propre au cinéma. C'est la valeur du hors-champ, c'est la valeur de la monstration quand on montre les choses pour mieux expurger parfois le cadre d'autres choses qu'on veut cacher. Moi, je trouve que c'est incroyable. Il y a quelque chose vraiment chez Tsukamoto. Ce que j'aime dans ce truc-là, c'est le côté. C'est un premier film. C'est un premier film à l'aune du réalisateur Tsukamoto. Enfin, en réalité, c'est son deuxième film, qui s'est fait Denshu Kozo avant, qui est un film dont on voit quelques extraits dans Tetsuo. Hein. Tout ce qui passe à la télé sont des extraits de Denshu Kozo, qui est son premier film, qui n'a pas eu le droit de sortie, qui est un moyen métrage pour des questions de droit, je crois, musicaux à la base, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui se trouve avec un poteau électrique qui lui pousse dans le dos et qui lui fait avoir des super pouvoirs et il va affronter des vampires. C'est ça l'idée de Denshu Kozo. Tsukamoto d'ailleurs le dit, hein, tout ça c'est très inspiré du manga, il voulait être mangaka avant et c'est pas anodin, et puis quand on retrouve des mangas plus tard en 98 comme Blam par exemple, on retrouve même dans le trait, c'est-à-dire que Tsukamoto, ça a beau effectivement être du cinéma, je disais que ça investit totalement et pleinement le cinéma de manière vitale. Il y a un truc chez Tsukamoto de vital dans le cinéma, l'acte cinématographique, le geste cinématographique est vital, on le sent pour lui, il y met tout dedans, il y met toute son âme, il y met tout son cœur, et ça donne conséquentiellement des effets en fait qui sont très manga en réalité. On sent presque le trait et l'effort qui est mis dans le trait, l'effort qui est mis dans le mouvement de caméra, tout ça en fait, je trouve qu'il y a une sorte d'hybridation. Je disais que c'est très spécifique au cinéma, il y a une spécificité du médium cinématographique qui est présente, mais je trouve qu'il y a une hybridation aussi avec la grammaire du manga qui est assez folle en fait, où le trait extrêmement violent, je pense vraiment à Blam de Tsutomu Niei qui est sorti 10 ans plus tard et qui je pense certainement est inspiré en partie de Tsukamoto. Il a dû voir du Tsukamoto à un moment donné. La violence du trait, en fait, elle est reproduite par la violence des mouvements de caméra, la violence des giclasses de sang, etc. Tout ça, en fait, je trouve que moi, ça me ramène finalement à mon amour du cinéma le plus primal, le plus primaire qui soit. Ouais. Ça me ramène très bizarrement à Méliès. Bizarrement, exactement. Parce que Méliès, moi, il y a quelque chose là-dedans où... Moi, Méliès, c'est de la magie. C'est pour ça que j'insistais sur Lumière, en fait. Oui. Voilà. Il y avait non, mais c'est tout à fait ça. Enfin, je me tais, bah, après je rebondirai, mais je t'en prie, poursuis et après je rebondis. Mais oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais ouais, en fait, moi, c'est ça vraiment qui me parle. C'est moi, j'aime le cinéma. On en reparlera peut-être dans d'autres épisodes. Peut-être qu'on reviendra des films. Pour le coup, on pourrait revenir sur Méliès. Ça serait super aussi intéressant. Voilà, on est sur du fantastique, de la SF. Il y a un truc à faire. Et Méliès, voilà, moi, j'ai l'impression, je suis un gosse qui regarde un tour de magie, évidemment, que je suis face à Méliès. Et face à Tsukamoto, très étrangement, aussi bizarre ça puisse paraître, la violence, la brutalité, la sauvagerie du film, j'ai l'impression d'être face à un tour de magie. J'ai l'impression d'être face à un mec. Et ça fait aussi écho à mon envie, à mon désir de faire du cinéma aussi. Je pense qu'il y a toujours ça aussi, le désir d'en fabriquer un jour. Ce mec-là me donne cette impression que c'est possible. C'est possible avec rien, de faire tout. Et de convoquer des émotions qu'un type qui aura énormément, qui va faire de la SF de manière, mais avec des infrastructures dingues, un budget dingue, ne me fera jamais ressentir. Lui, Tsukamoto, avec le simple pouvoir du langage du cinéma, avec très peu, juste cette capacité folle à faire usage de ce langage-là, il me convoque des trucs que je pense jamais aucun film ne me reconvoquera et jamais aucun film ne m'a convoqué, a produit chez moi, sauf chez des gens comme Méliès par exemple.
alors qu'encore une fois, c'est radicalement différent. Hein. J'entends parfaitement, la comparaison elle est difficile. Non, non, écoute, je vais me permettre une grande parenthèse, Ah, je vous pardon, en prie. excuse-moi, assez subjective, parce que l'idée même de cette émission, pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, donc mauvais genre, l'idée première, c'était que j'avais approché Romain, qui est l'un des tauliers de la chaîne, et je lui avais dit, voilà, l'idée c'est très simple, tu viens avec un film. N'importe lequel. Tu choisis ce que tu veux. L'idée, c'est que soit je vois le film, donc je le découvre, ou soit je le revois. Et moi, dans ma tête, enfin dans mon esprit, j'avais davantage l'envie de voir, parce que même si je viens un peu du film de genre, donc le film d'horreur, le film fantastique, mais aussi le western et un certain cinéma français, tout ça, mais j'avais très envie, voilà. Et bon, il s'est avéré que peut-être pour la prochaine émission, c'est plus Ouais. un choix personnel que le choix de Romain. Et voilà, donc je pense que l'émission va. Mais quel Mais choix, donc, quel choix. oui, en plus, mais ça, on va voir. Ouais. Mais bon, donc, quand il me dit, écoute, on y va pour Tetsuo, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est vrai que je n'ai jamais fait l'effort de prendre le temps de. Et je sais que ce sont des films qui sont absolument pas très longs. Mais je sais pas, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Bon, il s'est avéré que là, il le fallait, et c'est très bien ainsi. Et donc, quand je découvre Tetsuo, c'est très drôle parce que je vais te faire une confidence. En fait, je l'ai vu 2 fois. Ok. Et pourquoi je l'ai. Alors, le deuxième, non. Le deuxième, je l'ai vu qu'une seule fois. Pourquoi je l'ai vu 2 fois? Parce que je voulais être sûr que. Je voulais être sûr que au deuxième visionnage, ce serait la même chose. Ah, oui. Et c'est là où je veux en venir. En fait, quand tu découvres Tetsuo pour la première fois, qui est quand même un film de 89, qui est un film dans un cadre particulier de l'expérimentation, j'ai l'impression parfois, je me dis, on est dans une forme d'instantanéité qui peut-être ne peut pas se reproduire. Ça veut dire que je ne peux pas ressentir la même chose. Et en le revoyant un peu plus tard, donc c'est-à-dire j'ai dû le voir sur 7 jours d'écart, quelque chose comme ça, et ben, j'ai ressenti la même chose. Je me suis dit, tiens, c'est passionnant ça. Et c'est là où j'ai commencé donc à découvrir le Ok. second et puis à travailler un peu là-dessus. Moi, et puis après, on fait des recherches et tout. Et il y a une chose que disait assez justement Tsukamoto en parlant donc de cette ville qui est Tokyo. Mais pour plein d'aspects, je pourrais croire que ça peut être une autre ville pour plein d'aspects. Mais il y en a quand même un où là, pour le coup, on ne peut pas ne pas sortir du Japon. On va en parler après. Mais il dit en gros, la ville, c'est comme un frère et un père. Très intéressant ça. La ville est un nom, enfin en français, c'est un nom féminin. Il se rapproche, il recadre au niveau du masculin, du père et du frère. Et en même temps, cette ville, ça pourrait être aussi le double de ce personnage, qui n'est pas tout seul, parce qu'il y en a d'autres, dont des personnages féminins et tout. Et il y a un aspect où là, pour le coup, on ne peut pas forcément sortir de Tokyo, encore que, c'est quand même le rapport à l'après-guerre. Et Dieu sait qu'il s'est passé quelque chose au Japon qui n'a pas eu lieu ailleurs, même si ailleurs, il y a eu aussi des destructions assez importantes. Il y a eu donc les 2 bombes atomiques. Le film ne parle pas forcément de ça, on est bien d'accord là-dessus, mais on ne peut que penser à ça. Et on sait que le cinéma japonais a été un sismographe important, directement ou indirectement, de ça. Là, comme ça, par exemple, je pense à Imamura, par exemple. Ouais. Voilà, pour le coup. Mais donc, ma question, il y en a 2. La première, c'est ce rapport à la ville, est-ce que c'est aussi évident que ça, ou selon toi, il déconstruit pour le coup? C'est-à-dire qu'il va beaucoup plus loin que ce rapport à la ville, le frère, le père, le double et tout. Et deuxième question, n'importe qui commence à faire des recherches sur Tetsuo va tomber sur cette phrase cyberpunk. Et là, moi, j'ai envie de te dire, on est chez Microciné, et puis je sais que j'ai oublié de le dire, mais pour moi, c'est tellement évident vu que tu es un taulier de la chaîne. Je rappelle quand même que tu es professeur de philosophie et de cinéma, magicien
et tu le sais aussi bien que moi, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que je viens aussi de ce rapport à l'enfance, pour le coup. Je ne dis pas que la magie, c'est l'enfance, mais Oui, oui, voilà, c'est lié quand même, c'est lié. Ouais. et c'est super lié. Et puis surtout, tu es un créateur de contenu, et donc tu déconstruis de par tes fonctions. Est-ce que Cyberpunk finit par oui, te rebuter, ou alors non, il faut le conserver, ce mot-là, parce que ça dit quelque chose. Donc le rapport à la ville et le rapport au côté cyberpunk. Et je me tais. Ah non, mais c'est des super questions. En fait, rapport à la vie, pour moi, ça reste quand même. Alors, d'ailleurs, j'intégrerais tout. J'intégrerais les deux Tetsuo, Bullet Ballet et Tokyo Fist. C'était dans l'autre sens, on va y arriver au niveau de la sortie. Ce sont des films. Pour moi, ça reste quand même des films. La toile de fond, c'est Tokyo, mais je dirais, moi, vraiment, je le ressens comme ça. Le personnage principal, c'est Tokyo. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Ah, d'accord. Moi, j'ai quand même, je le vois comme ça parce que il y a quand même cette idée. Alors, je crois que d'ailleurs Tsukamoto en parle quand il dit que Tokyo est une ville déshumanisée et déshumanisante, et que c'est parce que justement elle est déshumanisée et déshumanisante qu'on a besoin de retrouver un petit peu les sensations de son corps, parce que finalement Tokyo est une ville extrêmement moderne qui finalement propose toute une panoplie d'éléments qui vont nous rendre confortables et nous faire oublier notre condition, c'est-à-dire notre mortalité. Et globalement, cette idée d'aller chercher dans les tréfonds, d'aller chercher sous cette ville, d'aller soit être enlevé pour être mis sous la ville, c'est une manière de reprendre contact avec sa corporéité et donc avec sa condition d'être contingent. Et donc, c'est ce qui fait, finalement va nous permettre de vivre. C'est c'est très japonais, hein. Je pense que pour le coup, Dionnet en parlait très bien dans les petites featurettes qu'il faisait à côté du film, hein. Cette idée quand même, c'est très très japonais, c'est de dire que chez Tsukamoto, c'est toujours comme ça. On aime toujours mieux du côté des monstres, mais on était pareil toujours du côté des monstres dans Matango de Honda, le papa de Godzilla. Tu parlais de la ville et justement ce côté aussi où, je veux dire, Tsukamoto avait ce qu'on appelait avant un kaiju théâtre, c'est-à-dire que le Tetsuo, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, il avait un théâtre de kaiju, un théâtre de monstres japonais. Donc ce fond effectivement d'invoquer toutes les tragédies antérieures au Japon, qui sont quand même très très prégnantes, dont finalement Godzilla était l'enfant finalement dans une certaine mesure, et la colère en même temps. Et il était à la fois, moi je trouve, il est à la fois le père et le frère. Ça marche très bien pour Godzilla aussi dans une certaine mesure. Il y a ce truc là en fait où quand même il convoque Tsukamoto, euh, cet imaginaire japonais, cet imaginaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui est incarné par ce monstre qui naît de l'atome. Il y a ce truc-là quand même qui est hyper lié, qui est hyper. Faut quand même prendre ça, hein. C'est du body horror. Tu l'as dit, c'est du cyberpunk, mais c'est aussi du kaiju Eiga, hein. C'est clairement ça. Au bout d'un moment, c'est quand même des mecs en costume avec des kilos et des kilos de latex sur le dos, qui vont à l'assaut d'une grosse ville pour péter la ville. Quand même, il y a ce truc-là. On n'a pas le. Finalement, ça c'est relégué hors champ en fait. Cette apocalypse qui est beaucoup plus spectaculaire, elle est reléguée hors champ parce que le film s'achève à ce moment-là, même si on voit. Et toute petite parenthèse, mais on peut faire des liens. Tsukamoto est aussi un acteur que vous pouvez trouver chez Takeshi Miike, et qui a notamment joué dans Ichi the Killer en particulier, mais il a aussi joué dans Dead or Alive 2. Il joue un magicien d'ailleurs, c'est assez rigolo. Et pour le coup, à la fin de Dead or Alive 3, dans lequel ne joue pas Tsukamoto, mais il joue dans le deuxième, mais n'empêche que la fin de Dead or Alive 3 est quasiment la même que celle de Tetsuo. Donc c'est des auteurs qui se nourrissent. Il y a un truc quand même très commun entre les deux, qui est un film de SF, Dead or Alive 3. Au passage, Tsukamoto, vous le retrouvez aussi chez Scorsese, il ne faut pas oublier, dans Silence aussi, il a un rôle dans Silence de Scorsese. Tout ça pour dire quoi? Oui, la ville. Donc oui, moi je pense vraiment, pour moi, vraiment un des personnages principaux qui fait écho effectivement au personnage être humain aussi principal, c'est la ville quand même. Il parle de la ville, c'est un film sur la ville. La ville est de tous les plans, hein, quasiment. Moi j'adore les plans du début de Tetsuo 2 en fait, qui font vraiment écho. Tokyo Fist fait la même chose, hein, où on voit ce salaryman japonais qui se promène dans une ville avec des dimensions exponentielles, où il travaille énormément sur les rapports d'échelle pour écraser le personnage dans le cadre. Il écrase aussi la perspective pour que vraiment le personnage soit complètement engoncé dans cette ville qui est dans Tetsuo 2 complètement bleutée. Donc il ajoute quelque chose en termes d'étalonnage qui permet justement de renforcer ce truc là où c'est froid, c'est désagréable, on n'a pas envie d'y être. Et encore une fois, dès qu'on plonge dans les tréfonds de la terre avec on est tout de suite mieux, comme dans Matango où ces personnages mangeaient des champignons pour devenir des monstres. Au début, les champignons sont bons, donc ils mangent parce que les champignons sont bons, ils se transforment en monstres, et au bout d'un moment, ils mangent les champignons non pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils veulent devenir des monstres. Et il y a cette envie, en fait, ce désir de devenir autre chose, de sortir des carcans,
de s'extraire, si je puis dire, dans une certaine mesure, de ces conventions, de s'extraire de cet engoncement du confort pour essayer finalement de vivre véritablement. Parce que là, pour le coup, on vit pas à Tokyo, on vivote. Est-ce que même on vivote? Je ne sais pas. On est dans une sorte d'état vraiment de non-vie où il n'y a ni Oui, plaisir, ni souffrance. mais est-ce que c'est propre à Tokyo? Et là, je Non, parle à c'est vrai. celui Là, qui oui, oui. regarde ça tous les ans, tous les ans, tous les ans. Oui, Est-ce que c'est non, même effectivement. si Tsukamoto parle de Tokyo, certes, mais Oui, nous, à un moment, il oui, lui appartient plus. Enfin, les 2 films ne lui appartiennent plus. tu as raison. Non, Parce mais que ça, en fait, ça parle de moi, toute ça je pense que ça parle de ça la peut parler modernité. avec Guillaume, par exemple, ça peut parler Mais avec Terry totalement, Gilliam, ça. Tu vois ce totalement. que ouais. Ah oui, je suis d'accord, oui, non, mais parce que moi j'avais mal compris effectivement oui, tu as raison, c'est propre à tout effectivement, mais je pense le film parle de la modernité, parle de l'évolution du monde, parle de la marche du monde et je dirais, pour revenir à ce que tu posais aux tes questions au tout début, je pense que le film a aujourd'hui encore plus de raisons d'être et encore plus de raisons d'exister, encore plus de raisons qu'on le regarde et encore plus de raisons de nous regarder. Je trouve que c'est un film qui est encore plus pertinent en fait le temps et je dirais, il était extrêmement pertinent, dans les années 80. Il était extrêmement pertinent par le lien qu'il tissait avec le Kaiju Eiga, avec cette sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec, la destruction et la reconstruction qui s'est oui, mais je trouve qu'aujourd'hui, il a, au moins autant, on va dire ça comme ça, il a au moins autant de sens, au moins autant d'efficacité dans ce qui nous rappelle de notre modernité et cette manière dont on a d'évoluer dans le monde, d'évoluer dans le réel et en réalité de ne plus vivre et simplement d'être dans cette, encore une fois, dans un état de catalepsie, si je puis dire ça comme ça, à errer dans les rues de nos villes, de manière très pascalienne, à se gaver de divertissement et qui nous faut oublier, ce qu'il adviendra de nous. C'est-à-dire qu'on va mourir, qu'il y a une date il y a une sorte de il y a une deadline et heu et il va falloir occuper ce temps-là. Mais quand on ne voit pas la deadline, on ne l'occupe pas parce qu'on a cette impression illusoire d'immortalité et je trouve ça super intéressant en fait de le traiter comme ça. C'est encore une fois mis dans le contexte de la ville qui est par essence le lieu de la modernité, le lieu du confort, le lieu le plus éloigné de la nature, hein, parce que quand on regarde Tetsuo, il y a quelques séquences de nature dans le 2 où il y a un peu de nature qui apparaît, mais il y a une couleur qui est quasi absente de Tetsuo. Je parle du 2 qui est en couleur, c'est le vert. On n'a rien, la nature, on l'a pas. On n'a pas du tout ce côté traditionnel du Japon, en fait. Très souvent, le cinéma japonais, quand même, joue cette phrase horriblement trop surusitée, oserais-je dire surcotée, mais le thème surcoté, bref, oublions ce terme-là qui est atroce, qui est cette idée entre tradition et modernité. Chez Mmh. Tsukamoto, il y a cette idée de la tradition japonaise en tant que telle. C'est un film qui est finalement a pas mal de choses. Il a beau être très expérimental, il y a quelque chose de très classique aussi, je trouve aussi. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de il y a une forme de classicisme du cinéma japonais qu'on retrouve dans le film de Tsukamoto, mais la tradition, c'est-à-dire, je sais pas, cette image qu'on peut avoir du temple en pleine nature, c'est des trucs qui n'apparaissent pas. C'est du béton, Tetsu, c'est du béton, c'est du métal. C'est ce truc, froid, ce truc dur, ce truc qu'on ne peut pas plier, qui est complètement, sclérosé et sclérosant et il faut sortir de ça. Et Tsukamoto passe principalement par il y a vraiment quand même un truc très, 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 très prégnant chez Tsukamoto, c'est la sexualité. C'est-à-dire que cette ambiguïté, cette ambivalence de la sexualité qui est encore plus peut-être prégnante au Japon, où on est vraiment entre souffrance et plaisir, Tsukamoto va l'utiliser à donf pour justement te mettre dans cet entre-deux gênant, dérangeant, mais qui en même temps, est peut-être l'une des, expériences qui nous ramène le plus ou qui nous plonge le plus dans notre corporéité, bien sûr avec la mort. Je pense que cette idée-là, cette pulsion de vie absolue qu'est la sexualité, dans cette ambivalence de la souffrance, parce que les scènes de sexe dans Tetsuo en particulier, mais dans Tetsuo 2 aussi, hein, elles sont très souvent liées, elles sont même systématiquement liées à de la souffrance. C'est-à-dire que le personnage, on ne sait pas s'ils prennent vraiment plaisir ou s'ils souffrent. Alors c'est propre vraiment au Japon, hein, je veux dire, dans une certaine mesure, à la culture japonaise, quand on regarde l'Empire des Sens, la question est la même en fait, en réalité, cette Oui. ambivalence-là est là. Et je trouve qu'il y a ce truc assez puissant en fait. Je trouve que la contextualisation de la ville, et encore une fois, qui pourrait effectivement, tu le dis très bien, ça pourrait être n'importe quelle ville, elle me permet de ressentir vraiment de manière à la fois extrêmement visuelle, extrêmement graphique et en même temps extrêmement viscérale, cette dichotomie entre, cette vie qu'on ne vit plus, qu'on ne vit pas et que la ville enterre encore une fois sous des kilomètres et des kilomètres de béton et ce corps qu'on a oublié
et qu'il faut retrouver pour Tsukamoto et qui fait qu'à la fin, on se sent quand même mieux. On a souffert, mais putain, heureusement qu'on souffre parce que souffrir, c'est quoi? C'est aussi c'est la négation de plaisir et sans plaisir, il y a pas de souffrance, sans souffrance, il y a pas de plaisir. On peut pas marquer de distinguo conceptuel entre les 2 si on ne vit pas les 2. Et donc Tsukamoto dit voilà, il faut passer globalement la métamorphose est extrêmement douloureuse des personnages. C'est là où le film vraiment, adopte cette dialectique body horror extrêmement, brutale et douloureuse à regarder, où le personnage souffre énormément, mais pour en arriver à un stade où à la fin, il est du côté des monstres, il est de le côté voilà de ça y est, je vis maintenant. Je vis et j'ai besoin de souffrir pour ça. Et il y a quelque chose effectivement, dans l'histoire récente du Japon, je veux dire, très douloureuse, très tragique qu'on a à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'évidemment cet appel à vivre, à se battre, à essayer de tenir malgré tout ça, malgré tout ce qu'on a caché, enseveli, et cetera, sous cette reconstruction, il y a quand même cette idée de revenir au corps pour essayer de vivre et d'intimer tous les Japonais à vivre. Parce que Tsukamoto, il aime pas. Je sais que Lionel expliquait assez bien, parce que j'ai pas retrouvé d'interview de Tsukamoto expliquant, mais Tsukamoto, quand on regarde ses films, il aime pas trop la jeunesse en fait. Globalement, il voit que la jeunesse va dans un fil à mauvais coton et vraiment celle qui est la plus endormie en fait par tous ces divertissements, ce confort, ces villes bétonnées, etc. Quand on regarde Bullet Ballet, c'est extrêmement parlant. Les personnages des jeunes sont assez insupportables et on sent qu'ils les aiment pas. La seule qui trouve grâce à ses yeux, c'est une petite punk et une femme, pour le coup, parce que les femmes, ça c'est important, la filmographie de Tsukamoto, elles vont prendre de plus en plus de place. Et c'est presque ce qui va apparaître dès Tokyo Fist, c'est la rédemption, elle passe par la femme avant tout. C'est très intéressant d'étudier l'évolution de la figure féminine chez Tsukamoto, où elle est finalement assez peu présente dans le premier, même si elle est importante, hein. Dans le deuxième, elle prend une importance capitale pour le personnage principal. Et quand on arrive à Tokyo Fist ou Bullet Ballet, c'est ce qui va littéralement sauver et faire sortir en fait le personnage, c'est ce qui va lui faire reprendre. Et on est arrivé à des films comme Snake of June, par exemple, qui là sont une ode à la femme comme, encore une fois, peut-être le seul moyen de rédemption de l'humain. C'est-à-dire tu disais tout à l'heure qu'il est désespéré. Moi, je pense qu'il est désespéré. Le seul espoir qu'il le voit, il le voit dans ses figures féminines systématiquement. Il y a des portraits de femmes, notamment dans Snake of June, qui est un film qui aussi fait vraiment écho à Tetsuo, parce qu'il y a aussi des visions un peu cyberpunk, étranges, même si on est plutôt dans une sorte de drame érotique, mais il y a des visions bizarres où le corps fusionne avec le métal et que ça, notamment parce qu'il y a un photographe un peu étrange, pervers, qui est joué par Tsukamoto, qui littéralement fusionne avec son appareil photo, presque comme le magnétoscope fusionne avec James Wood dans Vidéodrome. Et le personnage qu'on suit, le film est avant tout un portrait de femme absolument extraordinaire qui se libère progressivement de cette société ultra patriarcale, etc., qu'est le Japon. Et si finalement, de la même manière que dans Tetsuo, c'est par le fait de retrouver ses propres sensations, son corps, sa sexualité, se la réapproprier, qu'elle se libère. Et finalement, tous les personnages principaux restent masculins, restent engoncés dans le truc, restent enfermés dans ce truc-là. Et c'est elle qui va se libérer et qui va finalement aider les personnages principaux masculins à se libérer, certains, les quelques-uns qui arrivent à s'en sortir. Mais là, je suis parti trop loin, je suis parti sur la question de la figure de la Non, non, femme et pas du plus sur tout. la ville. Non, non, pas du tout, parce que non, non, mais c'est intéressant parce que quand tu me parles de son rapport à la jeunesse, donc un rapport plus progressivement un peu réactionnaire vis-à-vis de cette jeunesse, donc ça. Mais qu'est-ce qui, enfin, dans les films d'après, qu'est-ce qu'il pourrait reprocher à cette jeunesse? Est-ce que c'est une espèce comment je pourrais dire ça, d'oubli, de redondance avec la grande histoire? Est-ce que c'est un lien avec ça ou enfin, j'aimerais bien que tu développes ce rapport à la jeunesse parce que en même temps, quand on commence à se renseigner sur les références enfin, la cinéphilie, les références, les figures importantes, en tout cas chez Tsukamoto, eh bien, on voit Kurosawa et puis on voit surtout un film qui a été important pour lui, qui est pour moi, d'Akira Kurosawa, qui est pour moi mon film préféré de Kurosawa, qui est de Deskaden, et que pas du tout un film très connu, voire même très, Oui. très, 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 très sous-estimé. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et de Deskanen parle aussi un peu de ça, aussi de cette jeunesse, mais autrement. Et donc, ça m'intéresse, en fait. Qu'est-ce qui a fait que. Parce que, bon, en même temps, tu as Tetsuo, enfin, les corps sont particuliers. On a l'impression que c'est un film qui raconte, qui questionne
Un certain cinéma qui se métamorphose sur lui-même aussi. Je pense que c'est un grand film de cinéma sur le cinéma, le premier, Ouais. en l'occurrence le premier. Le deuxième, je trouve qu'il est beaucoup plus politique, Oui, et ouais. mais on va en parler dans quelques minutes. Bref, cette jeunesse, ce rapport à la jeunesse, ce rapport à sa cinéphilie, donc le cinéma qu'il a regardé, ce mix de tout ça, finalement, est-ce que c'est ça en fait? Ou est-ce que c'est tout simplement l'histoire d'un cinéaste qui filme ses désirs? Ah oui, je Dans tous les sens du terme. mais après, tu disais rapport réactionnaire à la jeunesse, moi je sais pas en fait. Moi j'ai l'impression que Moi, j'en sais rien. Tsukamoto, enfin Vraiment, moi c'est l'impression, hein. Mais j'ai l'impression il veut que la jeunesse se bouge le cul et avance en fait. Moi je pense qu'il y a ce truc par rapport à, encore une fois, cette idée que la reconstruction a enseveli énormément de choses, a fait oublier toute cette souffrance, a fait oublier encore une fois notre contingence, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui voudrait intimer les jeunes à se bouger le cul, à sortir de cette torpeur, qui est, produite par cette ville, c'est le poids du béton sur nous, et d'avancer. De prendre conscience, de ne pas oublier ce qui a été enseveli, parce qu'encore une fois, c'est ce qui nous ramène aussi encore à notre contingence, à notre corps, à notre mortalité, et cetera. Donc faut pas oublier ça, faut pas oublier cette tragédie. Et il faut se battre et avancer, il faut vivre en fait. Et moi je pense qu'il y a c'est ça qui gêne Tsukamoto, c'est que cette jeunesse ne vit pas pour moi. C'est plus dans ce sens-là où au contraire, il exhorte ces jeunes à avancer, à faire évoluer les choses, à faire que les choses se transforment. Je pense qu'il y a une exhortation à ça en fait chez Tsukamoto, qui voit les jeunes comme, encore une fois, des individus qui sont vraiment le symptôme de cette torpeur sociale et politique qui fait que les choses n'avancent pas, qu'on est et existentielle, hein, métaphysique. Et voilà, il faut bouger, il faut avancer. Vivez, ne restez pas encore une fois ensevelis encore une fois sous ces kilos, ces tonnes de béton, et allez affronter votre corps pour pouvoir vous le réapproprier. Allez, sortez de cette réification de votre corps qui a été, produit, peut-être par cette, évolution de la modernité qui veut ensevelir, sous le béton, tout ce qu'il y a, toute la souffrance, l'histoire et la violence de l'histoire et la tragédie de l'histoire. Non, servez-vous-en comme d'un carburant pour avancer. Et je trouve que carburant marche bien parce que il y a quand même cette idée de la machine aussi qui est là, et je trouve que c'est les personnages qu'on suit sont des personnages, enfin moi, pour moi, c'est pas anodin, par exemple, que le premier personnage en Tsukamoto, de manière à la fois, je dirais, au sens propre et au sens figuré, s'envoie en l'air avec une voiture. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est percuté par une voiture et qui est littéralement envoyé en l'air par une voiture. Ce que fait Cronenberg dans Crash, hein. On s'envoie en l'air autant littéralement par la sexualité, que par notre rapport à la manière dont on va être percuté par ces sortes de monstres de métal, de ces carrosseries qui nous percutent et nous envoient en l'air. Là, je trouve qu'il y a ce truc-là où il y a un personnage effectivement qui est percuté par une bagnole et qui est littéralement propulsé, envoyé en l'air par une bagnole, et le conducteur de la voiture avec sa compagne vont s'envoyer en l'air devant lui alors qu'il est en train d'agoniser au sol, et ensuite fuir le lieu où ils ont percuté, en tout cas, ils vont faire un délit de fuite, où ils ont percuté ce personnage-là, qui lui ensuite va se terrer et va devenir ce personnage, je ne sais plus comment il l'appelle, parce qu'il n'a pas de nom. Ça me reviendra, le personnage je sais plus, c'est marionnettiste ou le manipulateur, enfin je sais plus, qui est dans le sorte de cocon d'ailleurs, qui est littéralement aussi un cocon qui est très intéressant, qui est joué par Tsukamoto. Moi, c'est voilà, pour revenir à cette idée de la jeunesse, pour moi c'est ce truc-là, c'est-à-dire que c'est pas un aspect réactionnaire en disant effectivement c'était mieux avant et les jeunes déconnent complètement, et même si effectivement il a un rapport effectivement très, très intime, très, très étroit au cinéma classique japonais, pour moi c'est indéniable, malgré le côté profondément expérimental, si je puis dire, ou avec ce côté très expérimental qu'il propose. Et je pense qu'il y a un lien très, très étroit aussi au manga qui précède aussi. Je pense qu'il y a un truc avec l'histoire du manga, hein. Il voulait être à 8 ans, je crois que c'était quand il avait 8 ans, il voulait être mangaka. Et puis après, il a changé d'avis. Il dessinait tout le temps, hein. C'est quelqu'un qui dessinait énormément petit. Et puis il a changé d'avis. Il est allé vers le théâtre, puis vers le cinéma. Et je pense qu'il y a ce truc-là. C'est plutôt dire, moi, je veux que les jeunes, ils avancent, je veux que les choses avancent, je veux que les choses évoluent. Mais les choses n'évolueront pas, elles vont rester statiques, comme cette ville qui reste statique parce qu'elle est ancrée dans le sol et elle ne bougera jamais. Il faut que ces jeunes avancent pour vivre. Parce qu'encore une fois, en fait, quel est l'intérêt de vivre si c'est pour rester errer tels des zombies, comme Tsukamoto lui-même dans Tokyo Fist au tout début, quand il est l'incarnation de ce salaryman japonais qui avance comme un zombie dans cette ville aux proportions gigantesques, toute bleutée, encore une fois extrêmement froide. Et lui, pour le coup, dans Tokyo Fist,
il va retrouver cette pulsion de vie dans la boxe, et c'est en cassant la gueule les autres, en se faisant ouvrir littéralement de toutes parts, de manière presque, comment s'appelle-t-il? Ça va me revenir tout à l'heure, pardon. De manière il y a quelque chose qui ramène beaucoup à Rabelais dans cette idée du corps qui s'ouvre, et qui s'ouvre sur le monde, en fait, littéralement ça, et qui va littéralement qui va dévorer le monde. Moi, je trouve qu'il y a ça chez Tsukamoto, avec cette idée très Ah rabelaisienne oui, du d'accord, corps ok, qui oui. s'ouvre et qui dévore le cosmos quasiment à force de s'ouvrir. Et dans Tokyo Fish, c'est ça, c'est-à-dire que littéralement, quand le personnage prend un pain dans la gueule lorsqu'il est en combat, c'est littéralement presque son visage qui s'ouvre, et le poing avec des effets de stop motion rentre dans le crâne et les chairs s'écartent, etc. Et le corps s'ouvre littéralement au Mais chez, monde. on va pas Mais commencer à faire on va pas commencer à digresser chez Rabelais, mais il y avait quand même une forme de plaisir lié à oui, quelque chose de bien sûr. sexuel. Enfin, C'est, je c'est, pense, hein, tu sais, ah ben, j'ai des souvenirs comme ça ah ben, totalement. de mon école buissonnière rabelaisienne, mais en tout cas, non, Rabelais, c'est un personnage important pour moi, en tout cas. Ah ben, mais C'est classe. il y a quelque Mais chose de voilà, la jouissance et du malaise en même temps, hein, c'est c'est ça, je sais pas si c'est chez Tetsuo, on peut. Enfin, je suis très surpris par ce que j'entends, mais ça m'intéresse parce que je n'y avais pas pensé. Donc, j'ai l'impression que chez Tetsuo, c'est plus de l'ordre de quelque chose de très plutôt oui. mortifère, alors que chez Rabelais, il y a quand même, alors que ça va vers quelque chose de beaucoup plus grandiloquent, voire même, mais il y a quand même une forme comme ça d'espoir un peu particulier. J'en sais rien. Mais Mais moi, il y a là, une tu me festivité, hein, cites moi, Rabelais, je sais pas, je me demande. parce que moi, C'est je intriguant. trouve. C'est intriguant. Parce que Rabelais, en fait, alors je crois que c'est un argument qu'utilisait. Moi, j'avais lu ça chez Maxime Coulomb pour le gore, de manière générale. Il utilise le Oui, gore en disant voilà, le gore est une ouverture sur le monde du corps au monde, de manière très oui, rabelaisienne. Et moi, je trouve que dans Tsukamoto, ça marche vraiment parce que moi, ce que j'aime, c'est il y a ce côté jubilatoire, il y a ce côté jouissif, il y a ce côté jouissance chez Tsukamoto quand même qu'il ne nie pas. Et je trouve que chez Tsukamoto, il y a quand même cette idée de le corps s'ouvre au monde quand même. Il y a cette exhortation à reprendre contact avec le monde, à dévorer le monde. C'est ce que font littéralement les personnages à la fin. Ils dévorent le monde. et bah, c'était peut-être la dernière question que j'allais te poser à la fin de notre émission, qui d'ailleurs n'est pas encore la fin. D'ailleurs, je tiens à rassurer celles et ceux, dont mon invité, qui commençait à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Et ben, je vais te poser cette question que j'avais prévu de te poser à la fin. Est-ce que ces deux films, parce qu'on n'a pas encore, on a un peu Oui. parlé du second, mais pas assez. J'allais te dire, est-ce que finalement tout ça, c'est paradoxalement une signature d'espoir? Et là, tu es en train de me parler de Rabelais. Je me dis que oui, finalement, il y a beaucoup d'espoir dans ces deux films, alors que c'est pas évident de les trouver, les, les gestes d'espoir dans ces deux films. Et moi, pourtant, je trouve alors, moi, quand je le décris souvent, je parle de films. Pour moi, ce sont des films qui traitent du bonheur, hein. Moi, je pourrais ce Alors sont là, des. alors là, je vais faire ça comme ça et je vais t'écouter maintenant. Moi, c'est vraiment. Alors, je pense encore une fois, on va dans les tréfonds les plus désespérés qui soient. Mais moi, je trouve que la fin de Tetsuo, en particulier du premier, vraiment, il y a quelque chose où ces deux persos qui fusionnent donc à la fin pour devenir cette énorme arme et dire bon, on va tout péter. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à la fin de ça y est, il y a ces personnages-là, ils ont repris contact avec leur corps, ils ont repris contact avec la contingence, et jusqu'alors, il y avait pas de projet, il y avait rien. C'est des personnages qui se retrouvaient face à l'absurde de l'existence, et soudainement, ils ont un but. Alors oui, le but, c'est la destruction, mais il y a un sens à tout ça. Ça y est, il y a un truc, on va tout casser pour peut-être tout reconstruire dessus, pour peut-être faire table rase de tout ça et passer à autre chose. Nous sommes l'apocalypse, on est dans une geste de destruction, mais par définition, un geste de destruction est un geste de création aussi, puisque finalement, on fait table rase de quelque chose pour laisser place à autre chose. Et moi, Tetsuo, alors peut-être encore une fois que c'est une impression très subjective, mais moi, j'ai l'impression qu'à la fin de Tetsuo, Tsukamoto me dit, voilà, on va tout péter, on va tout casser, on va faire s'effondrer cette ville, et on va mettre à jour ce qu'il y a dessous, ce qui bouillonne et ce qui ne demande qu'à sortir. Et là, putain, ça, on va jouir. Ça y est, c'est parti. On est bien. Magnifique. Alors, Je sais pas. écoute bien. C'était absolument pas prévu du tout, et je pense que mon invité va commencer, va s'évanouir sur ce que je vais lui dire. Écoute, tu viens de dire reprendre contact avec leur corps. On a évoqué Cronenberg au début. Bon.
Tu te souviens des Promesses de l'ombre? Ah ben oui, totalement, oui. Bon. Alors, si je me trompe pas, il y a une séquence dans ce film, si je me trompe pas de film, il y a une séquence dans ce film où tu as Mortensen, Viggo Mortensen, qui se trouve dans une espèce Ah bah, de bain turc, hammam, je sais séquence la pas. plus incroyable du film, enfin moi je Oui, d'ailleurs, Cronenberg disait, à Cannes, je l'ai envoyé, enfin, c'est des moments très déo parce que en fait, Cronenberg et Viggo Mortensen ont le même humour. C'est un humour un peu décalé au 7e, voire 10e degré. Et en fait, Cronenberg expliquait à des journalistes qu'il envoyait Mortensen dans des endroits de ce genre et il le laissait faire et c'est comme ça qu'il a appris à se bagarrer. Enfin, il aurait pu mourir, mais le cinéma est plus important que la vie. Tout cela est faux, bien évidemment. Mais c'est passionnant ce que tu dis parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu enfin, je me suis toujours posé la question sur cette scène un peu bizarre où tu avais quand même la caméra qui insistait énormément sur ce corps qui se fait taillader, ouais. le corps de Mortensen qui se fait taillader, mais qui renaît constamment. Et finalement, Mortensen arrive à avoir gain de cause et sortir vivant de cette scène horrifique en tuant ceux qui étaient venus pour l'assassiner. Et en fait, cette séquence est enfin, en fait, la définition d'une séquence Cronenberg, c'est cronenbergienne, pour le coup, c'est qu'à un moment, très souvent, c'est l'homme, c'est pas la femme. À un moment, l'homme doit reprendre contact avec son corps. Mmh. Et donc, là, je comprends mieux maintenant, dans Tetsuo, pour le coup, pourquoi il y a de cela. Je sais pas ce que tu en penses? Ah bah, mais totalement, mais je pense que de toute façon enfin moi c'est vrai que je pense beaucoup à Crash, j'avais pas pensé, mais Crash, il y a aussi ça en fait, c'est-à-dire que c'est quand même des corps qui sont, le couple principal qu'on suit, c'est-à-dire que c'est des gens aussi qui ont perdu contact avec leur corps, qui, Mmh. pratiquent des actes sexuels, mais sans rien, sans que c'est très mécanique, c'est une sorte de sexualité qui est, complètement, ouais, mécanisée, machinique presque, ou presque le rythme machinique pour citer Marx, le rythme, machinique a remplacé le rythme biologique dans un contexte complètement différent. Mais il y a ce truc-là en fait de cette sexualité qui a perdu en fait tout élan vital et finalement, en se retrouvant dans ces accidents de voiture, en se confrontant à cette violence du choc, en se confrontant à la mort en fait finalement, à leur mortalité, à leur contingence, bah, ils vont retrouver quelque chose. Je trouve ce plan final qui est ce travelling qui s'éloigne de la voiture où, tous les 2 ils viennent d'avoir cet ultime Mmh. accident et soudainement, il y a cette caméra qui s'éloigne, qui a presque cette idée où il y a il je trouve c'est une séquence que je trouve magnifique où là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. C'est peut-être le seul moment où je trouve que ils ont repris contact avec leur corps après toutes ces aventures avec le personnage d'Elias Koteas qu'ils vont rencontrer, qui va les initier à ça. Le premier accident qu'il a avec, le Alors, personnage pour de celles et Lee ceux qui Hunter et sont que un ça peu perdus, on parle de Crash là, on de parle Crash, pas pardon, oui. Oui. voilà, on parle Mais je trouve que c'est hyper proche en fait finalement ce truc-là où il se réapproprie son corps finalement oui, oui, et à oui, partir oui. de là, ils réapprennent à s'aimer, leurs corps reprennent contact parce qu'ils avaient perdu contact jusqu'à maintenant. C'est presque comme si dans le regard de l'autre, le corps était immédiatement réifié, il ne le voyait plus comme une machine et l'acte sexuel comme une sorte d'automatisme. Finalement, c'est en se confrontant littéralement à la machine, pour le coup aux bagnoles et cetera, qu'ils vont reprendre contact avec leur corps et finalement, les déréifier, si on peut dire ça comme ça. Et on en revient à Et Carpenter avec Christine. Et avec Christine, voilà, parce qu'il y a un film très sexuel aussi. Tu avais parlé avec Efren, il y a quelque temps aussi sur la chaîne Mmh. et qui avait beaucoup développé cette partie justement, sur la sexualité aussi et ouais, je pense que et tu parlais pour le coup je reviens quand même pour rebondir sur les Promesses de Oui, bien l'ombre, sûr, bien sûr. qui est un film qui traite au fait en plus de ça parce que personnage de Viggo Mortensen, il comme c'est un mafieux russe, enfin, pour le coup, il est infiltré si on voilà, il s'infiltre dans la mafia russe. Oui, oui, Il y a bien tout ce sûr. travail sur tous ces questionnements sur le tatouage aussi, qui modifie son corps, qui altère son corps, qui raconte sa vie sur son Mmh. corps, qui construit son corps, qui forge son corps et puis à ce moment effectivement où, il est moi j'interprète comme ça, peut-être que c'est une erreur, hein, pour le coup, mais moi je trouve le personnage est complètement, je trouve qu'il est beaucoup dans le personnage de Viggo Mortensen, hein, dans Les Promesses de l'ombre. Il subit beaucoup, il est, dans un premier temps et c'est ce moment-là
où je le vois comme une renaissance, où soudainement, en se réappropriant son corps, en plus la séquence fonctionne hyper bien parce que c'est pas anodin, il est à poil quand même. Je trouve ça, la séquence est hallucinante pour ça, et je trouve qu'elle est d'autant plus douloureuse pour ça, où c'est pas anodin. Il se bat, on voit son sexe dans tous les sens. Il y a quelque chose d'assez étonnant à voir visuellement en fait dans cette séquence-là, qui a quelque chose d'extrêmement sensuel en même temps et d'ultra violente, parce qu'il est nu et que les coups portent encore plus, je trouve. Et il y a ce truc-là, tu as raison de dire ça, je trouve en fait, il y a presque plus, il meurt à plusieurs reprises dans cette séquence-là presque, et il le revit avec cette force. Il y a cet élan vital qui s'exprime à ce moment-là, mais c'est marrant parce que tu parles des promesses de l'ombre, mais c'est pareil, c'est un discours qu'on trouve, moi je trouve énormément dans Les Crimes, qui est un film que j'aime beaucoup. On avait parlé ensemble sur Microciné aussi, Les Crimes du futur aussi, avec ce personnage où on imagine un futur où il n'y a plus de souffrance c'est un personnage qui ne souffre plus, ce qui lui permet de faire ses performances artistiques pour retirer ses organes parce qu'il n'y a pas de souffrance. Et il y a cette séquence avec le sarcophage où donc il se fait autopsier par sa maîtresse pour retirer cet organe un peu aberrant, et où il y a une fenêtre qui s'ouvre sur son ventre d'où on va retirer l'organe. Donc quelque chose qui, moi, spectateur, me ramène à la souffrance. Et ensuite, je crois que c'est un panneau vertical, ou c'est pas un panneau, pardon, il y a un travelling qui permet de parcourir le sarcophage. On est en plan zénital et on arrive jusqu'à le haut du sarcophage où là, il y a une sorte de porte qui s'ouvre et on voit son visage. Et là, le personnage de Viggo Mortensen est plutôt dans une posture de jouissance, ce qui crée une sorte de malaise entre les deux parce qu'on est en train de lui faire quelque chose en bas qui, moi, me fait souffrir en tant que spectateur, mais on voit que le personnage a une réaction qui n'est pas du tout en corrélation avec ce qui est en train de se passer. Il jouit de ce qu'est en train de lui faire. Et en même temps, ce personnage-là, il souffre continuellement parce qu'il ne souffre plus. Et c'est à la fin, justement, la fin du film ramène à ce moment-là où il reprend contact avec son corps, avec ce plan magnifique, monochrome, où sa larme, ça se termine sur ce très gros plan sur son œil avec une larme qui coule parce que ça y est, il a repris contact avec ce corps qui jusqu'à un moment ne lui fonctionnait pas parce que finalement son corps est en train de changer, en train de se métamorphoser. Il va pouvoir digérer, mais il ne le sait pas encore, le plastique. Et donc il mange des trucs qu'il n'arrive pas à digérer. Il a du mal à chaque fois qu'il avale, ça passe pas. Et c'est finalement quand il mange cette barre de plastique que lui donne un des personnages, que ça y est, il se rend compte que son corps s'est métamorphosé et qu'il faut qu'il soit en harmonie avec ce corps. Il faut qu'il s'harmonise avec ce corps. Il faut qu'il prenne contact avec lui. Il faut qu'il dialogue avec lui pour comprendre comment il fonctionne et pouvoir de nouveau vivre. En fait, je trouve c'est un peu à l'arrache, hein, cette interprétation des Crimes du futur, mais il y a ce truc là dedans que je trouve vachement intéressant sur l'appropriation de son corps et se réapproprier un corps qui est en train de se transformer, parce que finalement le héros de Tetsuo, c'est ce qu'il fait, son corps est en métamorphose constante et il va devoir continuellement essayer de composer avec ce corps qui se métamorphose, qui change, qui le fait énormément souffrir, qui lui apporte énormément de désagréments, qui ne contrôle pas. Il y a cette idée, c'est chez Spinoza, qui a cette idée de la disconvenance, quand le corps fait des choses qu'il ne... J'attends quelque chose de mon corps, j'attends une réaction de mon corps dans une certaine expérience, et soudainement mon corps ne va pas réagir de la manière dont je m'attends à laquelle la manière dont je m'attends à laquelle il réagit. Je sais pas, c'est très bien dit, mais Mais attends. Ce soudainement se traduirait quoi finalement? Le soudainement que tu viens de dire par rapport à Spinoza et au niveau du cinéma, au niveau de Tetsuo, Ouais. restons un peu sur Cronenberg, mais surtout restons sur Tetsuo et interpellons Cronenberg, on va dire ça comme ça. Ouais. Et par rapport à Spinoza, ce soudainement se traduirait comment, selon toi, pour le coup? Je trouve ça très beau, le soudainement dont tu parles, Mais- que tu évoques. Alors, je sais pas, tu me diras si je réponds à côté ou si je suis pas. Je t'en En fait, la métamorphose, elle est pas soudaine au début. Moi, j'adore le premier plan qui fait directement référence à la mouche, où le personnage est en train de se raser et il se rend compte qu'il a un petit bout de métal qui sort de sa peau et qui va faire éclater. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de soudain et à la fois très progressif. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de fulgurances de cette métamorphose, si je puis dire comme ça, où on est nous-mêmes surpris, on est même sidérés de ce qui est en train de se passer, alors que c'est un truc ridicule, hein, c'est un tout petit bout de métal qui sort, mais il y a un truc de soudain dans ce truc-là. Et moi, pour le coup, la séquence qui est de bascule pour moi, en fait, l'intégralité du montage de Tsukamoto, pour moi, est basée sur le soudainement. C'est-à-dire que tout se passe de manière soudaine, pardon, tout le temps. C'est ce petit excroissance de métal qui sort de sa peau. C'est cette dame qu'il va croiser dans le métro et qui soudainement va révéler cette main absolument dégueulasse mixée avec du métal. Tous les personnages l'agressivité du montage passe par ce côté soudain continuellement. C'est ce moment-là où il est avec sa femme, sa copine, qui a déjà commencé un petit peu à se métamorphoser, mais qui reste encore humain quand même. Et soudainement, on a
cette foreuse qui vient percer la table et qui a, on le comprend, remplacé son sexe, ou son sexe s'est transformé en une sorte d'énorme foreuse. Ouais. Et ça vient surprendre le spectateur. C'est-à-dire que la métamorphose, elle est progressive, mais elle se fait par à-coups extrêmement soudains. Et ces à-coups extrêmement soudains sont soulignés, d'autant plus par le montage de Tsukamoto, qui est un montage hyper soudain tout le temps, hyper cut, hyper agressif, où il y a des choses qui jaillissent soudainement dans le cadre et qui me rappellent que cette métamorphose a lieu. Parce que comme elle est très progressive, ça se fait étape par étape, mais je trouve que le jaillissement soudain des excroissances, des trucs qui vont soudainement être attirés, on ne sait pas pourquoi, d'où ça vient, mais soudainement il attire tous les objets métalliques de la pièce. Pour moi, vraiment, le point de rupture, c'est la séquence du sexe foreuse, là, pour le coup, que je trouve complètement sidérante à voir en plus, et qui là, pour le coup, de manière vraiment littérale, mix Eros et Thanatos. Enfin, voilà, il y a un truc qui fonctionne hyper fortement là-dessus. Il y a ce truc-là vraiment où, moi, c'est un film que je trouve, et peut-être que c'est lié à la question du soudain aussi, c'est un film que je trouve, quand on le voit pour la première fois, même quand on le revoit, en fait, je trouve qu'il y a quand même ce truc-là où c'est un film où on ne sait pas ce qui va se passer le plan d'après. Il y a un truc tellement, on sait qu'on va être surpris le plan d'après. Moi, et ça joue énormément sur l'appréhension. Moi, c'est un film, à chaque fois que je le vois, curieusement, j'ai envie de le voir, j'ai un besoin de le voir, mais je l'appréhende aussi. La séquence du petit bout de métal, comme la séquence de la foreuse, comme la séquence où Tsukamoto, un personnage interprété par Tsukamoto au début, se fourre un morceau de métal, de tuyau métallique dans la jambe. C'est ultra soudain. Il y a ces plans hyper étranges aussi, ce très gros plan sur la bouche du personnage interprété par Tsukamoto, qui fait glisser une sorte de tuyau qui est dentelé sur ses dents, qui est un plan, je trouve, aussi absolument sidérant, qui pour moi ne déteindrait pas chez... qui moi me fait penser aussi beaucoup à ce qu'on peut, tu vois, les suites de plans très étranges et très soudains qu'on trouve chez dans Le Chien d'Alou, par exemple, de Buñuel. Il y a des trucs comme ça où pour moi, voilà, quand je pense à l'œil de Buñuel, et je pense à ce plan sur le tuyau qui glisse entre les dents, que Tsukamoto réutilisera d'ailleurs plus tard dans un film qui s'appelle Adze, qui est un film très bizarre où il fait un retour à l'horreur, qui est une sorte de cube version de Tsukamoto, qui est un film qui dure une cinquantaine de minutes, où c'est un mec qui se retrouve dans une sorte de cachot très sombre, et il y a plein de pièges partout, il doit essayer de sortir. Pareil, encore une fois, on imagine que c'est quelqu'un qui a perdu la sensation de son corps, et pour pouvoir sortir, il va devoir souffrir. Il va devoir longer un tuyau qui le bloque sur ses dents, il va devoir longer tout le tuyau avec ses dents qui sont dessus et qui crissent continuellement dessus. Il va suivre tout un tuyau comme ça. Et le plan, en fait, de ce tuyau, c'est un truc qui, je pense, est assez obsessionnel chez Tsukamoto, parce qu'on le retrouve très souvent. Des dents qui sont bloquées contre un tuyau et qui vont râper tout le long d'un tuyau. Mais pareil, le personnage va souffrir, il va se planter. Il a besoin, pour pouvoir sortir, et littéralement sortir de ce sous-sol et revenir à l'air libre, puisque le film se finit sur un toit, il va devoir souffrir pour escalader, en fait, cet immeuble tokyoïte, pour essayer finalement de renaître encore une fois. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à ce que tu dis sur la question de la soudanéité ou du soudainement. Complètement. On disait que j'avais noté quelque part, oui, par rapport, parce qu'on parle beaucoup depuis maintenant plus d'1h07, on parle beaucoup majoritairement du premier, qui est sorti en 89. Et je voulais savoir, est-ce que on dit souvent que Body Hammer, le second, qui a été fait en 92, enfin, on dit souvent que Tsukamoto passe du viscéral, donc le premier, au politique, le second. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis surtout, moi, tu me disais tu le disais dès le début de l'émission, que le second, ça n'a pas été aussi évident que ça pour toi, alors que le premier, c'était les choses ont été casées, quoi. En fait, le 2, je me rends compte effectivement, quand je te parlais tout à l'heure du cinéma des origines, vraiment, moi, le 2 me parle beaucoup moins là-dessus, en fait, parce que il y a quelque chose, encore une fois, de très primal, de très primaire, de très originel dans le premier, qui, moi, m'a énormément marqué à l'époque en tant que jeune cinéphage, passionné de trucs, et très adolescent aussi, hein, parce que vraiment, j'insiste sur le côté où c'est un film que je trouve très adolescent, dans la mesure où il y a cette folie très adolescente qui est, je disais tout à l'heure effectivement que Tsukamoto n'aime pas trop les ados, mais pour le coup je trouve que c'est un geste adolescent, c'est-à-dire putain, c'est ça qu'il faut, c'est ça, voilà, vous adolescents, encore une fois je vous exhorte à ça,
Je vous Comme exemple les assez adolescents. cri. Comme les adolescents cinéphiles qui découvrent Projet Blair Witch, à ce Totalement. moment-là, qu'est-ce qu'ils deviennent 20 ans plus tard? Enfin, c'est passionnant. Et puis Cannibal Holocaust, Oui, 20 voilà. ans avant, enfin, on est bien d'accord là-dessus. Et il y a ce truc-là hyper fort. Et dans Tetsuo 2, j'ai un peu moins ce truc-là parce que, alors, moi, ce que j'aime moins dans Tetsuo 2, mais ça, c'est un film que je trouve, moi, je suis amoureux de ce film-là aussi. Mais qu'est-ce Mhm. qui fait que peut-être et en même temps, j'arrive pas à les décorréler, tu vois. C'est comme on disait Evil Dead et Evil Dead 2, c'est comme Hellraiser et Hellraiser 2. C'est des films que j'arrive pas à décorréler en fait. Je trouve que c'est des films qui sont extrêmement proches. Même si Hellraiser 2, c'est pas Clive Barker, c'est Tony Randall, mais Tony Randall, on sent qu'il l'a suivi énormément dans le truc. Mais il y a un truc, je trouve, qui fait que les deux trucs sont complètement indissociables. Mais à l'époque, par contre, quand j'ai découvert, en fait, je pense qu'aujourd'hui, je les considère beaucoup plus comme indissociables qu'à l'époque. En fait, à l'époque, je vois Tetsuo qui me fout une claque monumentale, et je vois Tetsuo 2, et il y a un truc qui colle pas, qui va pas. Et aujourd'hui, à force de revisionnage, je dis non, mais en fait, les deux dialoguent continuellement ensemble, on peut pas les séparer, c'est impossible. Tsukamoto a cette envie, il a un besoin de le faire. Je pense que c'est une nécessité de le faire pour lui. Je pense que c'est une nécessité, peut-être pour clarifier, parce que ça clarifie le propos quand même, mais ça le fait aller autre part. Je pense que c'est pas juste c'est pas une redite, c'est pas une clarification, c'est pas, non, c'est autre chose, parce que tu le dis très bien, il y a quelque chose où on part sur le terrain du politique, ne serait-ce que parce que, mine de rien, les monstres, si je puis dire, entre guillemets, ceux qui sont sous terre, bah, c'est un groupe. Il y a quelque chose d'une masse qui est en train d'essayer de faire, qui est en train de taper et qui est en train d'essayer de faire vaciller les fondements de cette ville. Il y a quelque chose qui est c'est une lutte des classes en fait, Tetsuo 2. Pour moi, c'est évident que On est dedans, quoi. il ne parle d'une classe dominée, d'une classe ostracisée, d'une classe qui est enfermée dans les sous-sols du monde et qui n'a qu'une seule envie, c'est sortir et faire exploser sa colère en fait. Et là, pour le coup, soudainement, il y a ce truc-là de jeter ça au cœur de la cité, littéralement, ce truc-là, que je trouve absolument fascinant dans le film, mais que je trouve fascinant aujourd'hui. À l'époque, ça marche assez peu sur moi. Je suis fasciné en termes d'imagerie, toujours. Il y a toujours ce truc-là où je fais putain, il ajoute de la couleur, mais finalement, à l'époque, je trouve d'ailleurs le noir et blanc encore plus nuancé que la couleur de peau, parce que pour le coup, là, il joue vraiment sur une dichotomie quand même très très radicale entre les deux. Là où le noir et blanc de Tetsuo, finalement, était toujours extrêmement nuancé, avec des multiples nuances de gris, même pour traiter la pourriture, parce qu'il y a un truc très important dans le film sur comment dirais-je, la rouille, etc. Il y a un truc. Je trouvais le film, en fait, malgré son noir et blanc, extrêmement coloré, si je puis dire. Là, celui-là est très coloré, mais je trouve que globalement, en fait, là, pour le coup, il y a vraiment un truc très, très radical entre le rouge et le bleu, hein. Vraiment, il y a vraiment ce truc-là qui est très, très marqué, et qui, je trouve, beaucoup plus. Il y a un truc beaucoup plus binaire, en fait, mais ça n'en fait pas moi, je trouve ça très intéressant aussi. Et quand je vois Crash après aller dans la foulée quelques années plus tard, je dis putain, il y a un truc là entre les deux. Je sais pas si je sais que Cronenberg, on sait que Cronenberg a vu Tetsuo. Je sais pas si Cronenberg a vu Tetsuo 2, très certainement, je pense quand même. Et dans Crash, je vois énormément de ça. Je pense notamment à la séquence de sexe entre les parents, qui est d'une violence absolument phénoménale, qui amène aussi un truc intéressant chez Tsukamoto, qui va beaucoup développer dans Bullet Ballet quelques temps plus tard, c'est sa fascination-répulsion pour les armes à feu. Ça, c'est un truc aussi qui est très, très prégnant chez Tsukamoto, pour les armes, globalement les armes à feu, puisque Bullet Ballet, c'est un mec qui va trouver un flingue et qui va, pendant tout le film, essayer de remonter ce flingue-là, mais qui est complètement impuissant. C'est vraiment un salaryman japonais complètement impuissant dans ses interactions avec les autres, qui subit tout ce qui se passe, parce que là, Tokyo le déshumanise, il est déshumanisé dans ce cadre-là, et sa seule manière d'exprimer sa puissance, c'est d'essayer de construire ce flingue et d'en faire usage pour asseoir sur les autres le pouvoir, mais finalement, c'est quelque chose qui est complètement vain, et qui ne mènera à rien, et c'est un personnage qui restera impuissant dans une certaine mesure, même s'il est sauvé par ce personnage féminin un petit peu, qui va l'amener à une forme de rédemption. Et pourquoi je reviens? Oui, la fascination pour les armes à feu, c'est un truc. Voilà, il y a ces séquences-là en fait dans Tetsuo 2 qui vont me fasciner quand même. Cette séquence de sexe hyper bizarre, avec ces enfants en plus qui vont regarder, qui vont achever la séquence en butant leurs propres parents, qui est, je trouve, d'une sauvagerie absolument phénoménale, et qui pour le coup me reste en tête. Et voilà, ça, c'est une séquence pareille dans Tetsuo 2 quand je le vois, que j'appréhende de voir à chaque fois. J'ai beaucoup de mal avec cette séquence-là, que je trouve d'une dureté, d'une violence, mais absolument hallucinante. Je pense c'est démentiel d'aller aussi loin, je trouve. Le film va très très loin.
Mais en même temps, voilà, il y a peut-être ce côté, ce passage dans quelque chose effectivement de peut-être politique et donc peut-être plus concret, si on considère que la politique, c'est quand même la discipline de l'action, de l'agir. Moi, j'aime bien, enfin, dans l'idéal, peut-être, dans ce qu'on l'image qu'on voit, quand même, de cette idée quand même d'agir sur le monde, de transformer le monde, de modifier le monde, de modifier le réel. Il y a quelque chose qui, à l'époque, me touche moins. Maintenant, avec le recul, en vieillissant, j'apprécie de plus en plus Tetsuo 2 parce que sa manière de représenter la Ah, lutte c'est des marrant. classes, je la trouve Hmm. absolument brillante parce qu'encore une fois, il ne passe pas par un discours. C'est pas discursif à aucun moment. Ce truc politique est juste posé à travers l'image, de manière encore une fois extrêmement graphique. Et je trouve ça hyper fascinant d'arriver à faire un film qui se. Alors, je dis pas que c'est le seul qui arrive, hein, mais de faire un film politique sans jamais passer par une approche discursive, ou très peu. Il est un peu plus bavard que le premier quand même, mais un peu moins. Parce que le personnage qui est interprété par Tsukamoto, on est à mi-chemin entre le groupe, une sorte de groupe sectaire, que de groupement terroriste, euh, que de classes en lutte qui ont envie de s'affranchir, de s'extirper des sous-sols du monde dans lequel on l'a enfermé, parce qu'ils sont monstrueux, parce qu'ils sont différents, parce que alors j'irai pas jusqu'à dire que quand même le sous-sol c'est le rouge et qu'il y a peut-être un lien. Je ne sais pas, je ne sais pas si j'irai jusque là sur la couleur qui représente. Moi, je pense on est plutôt sur le côté des couleurs chaudes, donc quelque chose effectivement qui nous semble à nous spectateurs préférable à la froideur de Tokyo. Mais peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, parce que c'est quand même un groupe, on est face quand même à des identités, des entités individuelles qui errent dans Tokyo. On est dans une Mhm. ville qui est déshumanisée et individualisée et individualiste, et on a quand même un groupe en dessous, on a une collectivité qui va se battre pour justement faire valoir ce côté du collectif. Et je veux dire, le film se termine par quand même le personnage principal qui s'est métamorphosé en cette énorme monolithe presque qui va se rattacher, et on va avoir une sorte de conscience collective qui va émaner de ça, et ce groupement d'une trentaine, quarantaine de personnages va venir à l'assaut encore une fois de Tokyo, exactement comme à la fin de Tetsuo premier don, mais là où il n'était que deux. Je trouve que de passer en fait de l'individu au groupe, de l'individu au collectif, effectivement, confère immédiatement quelque chose d'immédiatement politique et social là-dedans, qui n'était pas forcément le cas du premier, ou en tous les cas, moi, le premier, je vois vraiment comme vraiment une sorte de pure expérimentation, mais qui essaie de rendre viscéral des questionnements hautement métaphysiques, mais liés à des questionnements sociaux, évidemment, et politiques aussi, et historiques. Et là, on a quelque chose qui, de manière beaucoup plus directe, parce qu'on passe au collectif, interroge des dynamiques sociales et politiques, forcément. Je ne sais pas si c'est très clair, hein. J'espère être C'est clair dans ce que je dis, mais c'est on ne peut plus clair depuis maintenant plus de 4 ans et demi, depuis bientôt 4 ans, je crois, ouf, des 4 ans que tu 4 ans. participes aux émissions. Le premier, le premier c'était, C'était si je me trompe, Cronenberg. c'était à Cronenberg. Donc, C'était tu es clair depuis le début. bon, ça va. Euh, non, là, par contre, je sais que nous n'avons malheureusement on a encore 5 minutes à peu près d'enregistrement. Et je voudrais. Alors, bien évidemment, le Tetsuo 1 et Tetsuo 2 sont disponibles de manière légale en DVD, Blu-ray et voire même en VOD. Donc, je n'hésite pas à vous Je dire me permets, hein, parce qu'on a l'image, il est là et il est alors il est attends, magnifique. ne bouge pas, ne bouge pas. Voilà. Voilà, Alors, pour celles et ceux qui sont sur les podcasts audio, vous ne voyez pas, mais en tout cas, Romain est en train de nous montrer le coffret Shinya Tsukamoto, édité chez Carlotta, Carlotta. ouais. Carlotta, et c'est magnifique. Voilà. Je n'ai pas de Donc, part chez Carlotta, mais non, le travail est incroyable, vraiment, vraiment oui, incroyable. oui, non, mais quand il faut montrer, c'est important. Bon, et dernière question. Alors, je mettrai quand même dans le descriptif la possibilité de faire le lien qui renvoie à la page Ouais. Carlotta. Euh, Oui, dernière petite question. Enfin, c'est pas une dernière question, mais bon, nous sommes en 2025, donc moi, et je sais que tu es quelqu'un, ne serait-ce que par les travaux que j'ai évoqués, ta chaîne YouTube, tu es créateur de contenu, tu es à la page de ce qui se fait au niveau du film d'horreur, fantastique, thriller, science-fiction, etc. Bah, ça m'intéresse de savoir un peu aujourd'hui ce qu'il en est de Tsukamoto, comment il est perçu aujourd'hui, comment Tetsuo, ce diptyque, je ne parle pas du 3, les deux Ouais, sont perçus aujourd'hui, en 2025, pour ouais. clôturer par
pour mettre 3 points de suspension à cette conversation. En fait, ça dépend. En fait, c'est-à-dire que je pense que ce sont 2 films qui sont encore aujourd'hui extrêmement importants. C'est vrai que tout à l'heure, tu m'as posé la question sur le cyberpunk. C'est vrai, hein, faut quand même pas oublier que Oui. il a un truc très important, c'est que William Gibson, qui est le pape du cyberpunk, qui a écrit Le Neuromancien entre autres, considère que c'est le premier film cyberpunk. Vraiment, il considère que c'est celui-ci. C'est la base du cyberpunk. Alors peut-être en live, parce que moi je pense quand même à Akira, quand même, qui sort l'année d'avant, il me semble-t-il. C'est juste l'année 188, si je ne me trompe pas, Akira. Et d'ailleurs, Tsukamoto dit qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Il a appelé Tetsuo comme ça, le film, mais pour parler justement tu parlais tout à l'heure de père et de grand frère, de frère. Tsukamoto, j'ai trouvé une interview où il dit que c'est globalement, bon, il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'a pas pensé à Akira, mais il se dit que finalement Tetsuo est presque, c'est le petit frère de Akira dans une certaine mesure. Ce que je trouve vraiment intéressant, et là il dit pas qu'il a pas vu, c'est juste qu'il a pas pensé en fait au moment où il l'a fait, et surtout au moment où il a appelé Tetsuo, puisque Tetsuo c'est un personnage d'Akira. Donc je pense qu'effectivement il a une postérité très importante. C'est un film c'est un minuscule film. Je crois que Lionel explique, enfin le formuler comme ça, j'aimais bien cette idée. C'est un tout petit film qui a d'énormes conséquences. Alors peut-être dans le milieu, encore une fois, traîne. Je pense que c'est un film qui, malheureusement, aujourd'hui, quand on parle, il n'est pas forcément très connu. C'est pas un truc qui ressort. Je pense que chez les fans de Ah bon? fantastique, moi, chez les fantasticophiles, oui, mais quand moi j'en parle avec des gens, Tetsuo est pas. Ou alors c'est le nom, mais ils n'ont pas forcément vu. Peut-être qu'il y a peut-être ce truc-là. Alors Ou, alors alors là, tu as un exemple en face de ouais. toi, voire même à côté de toi, de manière très godardienne. Oui, oui, tu as ça. On a entendu parler de ça, mais Ouais. c'est vrai que non, Tetsuo quand même, Les gens peut-être pas forcément vu. Voilà, c'est peut-être plutôt ça. Et en fait, je pense que c'est un film qui c'est compliqué en fait de lui offrir une place, enfin une sorte une pérennité, au sens c'est difficile. Elle existe, sa pérennité, elle est là de toute façon. Et le film, il a nourri, il continue à nourrir, et c'est un film qui a ce côté qui est un pinacle pour moi du fantastique, de la SF, de l'horreur, parce que Tsukamoto pense plutôt le premier comme un film d'horreur, le deuxième plutôt comme un film de SF. Quand même, globalement, il a quand même tranché, on dirait qu'il y a quand même une bascule de genre quand même entre les deux. C'est pas totalement le même genre. Mais je pense que c'est un film qui est difficile à transmettre. En fait, moi, je trouve c'est toujours ce truc-là. Quand j'en parle à des élèves de Tsukamoto, parce qu'ils me demandent les films qui sont importants pour moi, c'est très compliqué de transmettre Tsukamoto. C'est très compliqué de transmettre en particulier Tetsuo. Je pense qu'il y a des films qui sont plus abordables chez Tsukamoto. oui, mais parce que tu as peur d'être collé, c'est tout. Ah Mais bah, ouais, ouais. à part le fait d'être, je sais pas si on dit encore collé, hein, parce que moi je viens Si, je collé, viens ça du existe encore. Si. ça existe encore? OK, je suis Ah de oui, 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 bien 76. sûr. J'espère quand même qu'on peut être encore collé, quand même, c'est Bah, important. totalement. Et C'est plus je sais de difficile, quoi je mais parle, et je sais de quoi je parle. Mais là où je veux en venir, c'est que non, mais c'est passionnant parce que, c'est là où ça m'intéresse, en fait. C'est qu'aujourd'hui, en 2025, moi, j'ai cette sensation que Tsukamoto, Tetsuo, ça parle beaucoup à la cinéphilie, oui. même en mouvement, donc de génération en génération. J'ai l'impression que ça continue de parler de ça. Enfin, Bah, je pense que ça se transmet comme mon cousin Samy, que je salue ici aussi, Samy qui m'a fait, c'est pas Samir, mais Samy, qui m'avait transmis effectivement ce film-là. Je pense que ça se transmet comme ça. Comme moi, je sais que j'ai fait découvrir Audition à des élèves, parce on a travaillé sur un film de Takeshi Miike. Pour travailler sur la comédie musicale, on travaille sur Happiness of the Katakuri's de Takeshi Miike, que je pense le seul Miike qu'ils peuvent voir en cours et que je peux montrer sur la comédie musicale. Et ça me permet de parler de Oui. Quiet Family de Kim Ji-woon, et de parler de l'Auberge Rouge aussi dans une certaine mesure, puisque le film a quand même des liens. Enfin, c'est tout le Quiet Family de Kim Ji-woon qui a des liens avec l'Auberge Rouge. Et Happiness of the Katakuri's est plutôt un remake de Quiet Family. Mais il y a ce truc-là, je leur ai montré ce film-là, et soudainement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je leur ai dit, attention, Mickey, faites gaffe, parce que bon, faut pas. Ils ont été voir Visitor Q, ils ont été voir Audition, donc ils ont été voir ces trucs-là. Il leur dit: «Faites gaffe». Ouais. Moi, mon prof me dit: «Faites gaffe», moi j'y vais direct. Tu es un chenapan. Alors, je parle avec des termes des années 80, chenapan. Mais aujourd'hui, on dirait un autre mot, sache-le. Non, mais en fait, je suis très con, parce qu'au début, je l'ai fait vraiment en toute bienveillance, sur faites gaffe. Et après, je me suis dit, mais non, mais c'est très con. Et donc, finalement, l'année après, je fais, oh, je m'en fous. Je leur dis, allez voir, allez voir Audition. Enfin, voilà, Audition, ça reste un film intéressant. Enfin, voilà, c'est un film important, je pense. Et donc, il y a un élève, par exemple, juste pour la petite anecdote, ils sont sur Paris actuellement, mes élèves de terminale. Ils ont été à la Cinémathèque voir l'expo Orson Welles.
Et il est sorti, il m'a envoyé une petite photo en me disant regardez monsieur, j'étais à la DVD Tech de la Cinémathèque et j'ai acheté un coffret Takeshi Miike. Donc, j'étais très content, ça m'a fait très plaisir. Je dis voilà, je suis content. Donc maintenant Tsukamoto, je lui ai proposé à cet élève-là en particulier de le découvrir, je vais essayer de le transmettre. Mais je trouve que Tetsuo est un film très difficile en fait. Je pense que c'est un film qui est très difficile d'accès et pas forcément agréable à prendre en pleine tête. Et je pense qu'il y a d'autres Tsukamoto qui sont plus faciles d'accès, évidemment. Même si on va sur ces films, moi, je pense à des films comme Gemini, sur ces films de studio, ils sont plus faciles. Quoique, je sais pas en réalité, je dis ça, mais il y a des films qui sont plus. Je sais qu'il a fait un Shambara récemment, c'est son dernier qui s'appelle Killing, c'est ça, si je ne me trompe pas. Qui est un Shambara absolument super, qui est, je pense, beaucoup plus facile d'accès, par exemple, parce qu'il est beaucoup plus classique, même s'il y a toujours du Tsukamoto avec des moments, avec des montages chelous, un peu agressifs, qui sont absolument pas en corrélation. D'ailleurs, à l'époque à laquelle ça se passe, ça fait très étrange, où il y a soudainement des montages un peu, voilà, très Tsukamotesque, si on peut appeler ça comme ça. Et je trouve que là, peut-être c'est plus facile d'accès. Mais encore une fois, Tetsuo, oui, il a voilà, il circule. Mais je pense que malheureusement, finalement, il n'y a pas tant de gens qui l'ont vu en fait. Je suis assez. Mais j'étais étonné d'ailleurs que tu ne l'aies pas vu. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de gens qui l'aient vu. J'entends dans ceux qui sont pas vraiment fantasticophiles ou voilà, qui vont se pencher sur. Parce que ça reste de la niche. Hein. Moi, je trouve Tsukamoto, ça reste un peu niche au niveau du. Oui. Il faut y aller, il faut vouloir se l'infliger aussi, parce qu'il faut quand même ce truc-là. Hein. Il faut vouloir se l'infliger. C'est un film qui est douloureux. C'est un film qui fait mal. C'est un film qui n'est pas agréable. Et je pense que je sais que j'avais montré à quelqu'un qui m'avait dit au bout de 10 minutes, j'arrête. Je peux pas, c'est pas possible. C'est trop agressif. Même au-delà de la question de la violence vraiment graphique qui s'exprime dans le film. Bien avant ça, l'agressivité du montage fait que bah non, c'est pas possible. C'est la musique de Shu Ishikawa, il faut kiffer. Il faut aimer l'agressivité de. Oui, non, mais je comprends. En tout cas, sache-le. Oui, je sais que moi, j'ai une cinéphilie assez éclectique. Oui. Et c'est vrai que je suis passé à côté de ce film-là. Je savais comme bon nombre de films non plus. Enfin, à un moment, tu fais des choix et tout. Mais après, c'est vrai quand on est, enfin, comment dire, quand on a une cinéphilie un peu aiguë, on peut passer outre cela et aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait et c'est très important pour le coup. Donc, c'est pour ça que cette émission, elle existe et c'était voilà, c'était important, je crois. Après, n'hésitez pas vraiment à nous envoyer des commentaires sous cette émission. Je sais que Romain et moi-même, nous serons ravis finalement d'y répondre. Vraiment, ça nous intéresse. Mauvais genre est une émission qui se construit sur des sensations vis-à-vis de certains films et que nous essayons de partager déjà entre nous et ensuite avec vous. Et donc, n'hésitez absolument pas. En tout cas, ce que nous allons essayer de faire pour cette seconde saison, pendant cette année. En tout cas, voilà. Je serais très content de me tromper en fait et de me dire que finalement dans les commentaires il y a plein de gens qui me disent mais si j'ai vu Tetsuo, il y a pas vraiment, c'est un truc qui circule si je puis dire. Je serais super heureux en fait. Hein. Vraiment, je crois que ça circule parce que je ne l'avais pas, je ne l'ai jamais vu. À l'époque, j'étais trop jeune. J'avais 12 ans, 13 ans à l'époque. Mais c'est vrai que dans la cinéphilie des années 90, c'était un peu compliqué d'avoir accès aux films. Beaucoup plus compliqué que maintenant, mais je me souviens pas d'avoir eu l'envie d'y aller. Bon, bah, c'est toi et c'est très bien et c'est ainsi. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, est-ce que tu voudrais dire une dernière chose avant que je tease un peu le prochain numéro? Non, mais la seule chose à dire, c'est qu'il faut aller vraiment. Il n'y a pas que Tetsuo, et je pense qu'il faut découvrir tout Tsukamoto, qui, je pense, pour moi, est un auteur majeur, en fait, vraiment. Je pense que c'est un auteur extrêmement important. Enfin, pour moi, je veux dire, très personnellement, le cinéma de Tsukamoto, pour moi, est vital. En fait, vraiment, c'est un truc où j'ai ce besoin vraiment viscéral, vital, de me plonger dans sa cinéphilie. Et généralement, en fait, c'est très amusant, c'est que quand je me plonge dans sa cinéphilie, il faut que je me fasse tous ces films d'affilée. Donc, c'est-à-dire que pendant une semaine, je vais me faire une semaine Tsukamoto. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs avec qui je fais ça. Il y a Cronenberg avec qui je fais ça. Il y a Carpenter, tu en parlais tout à l'heure, avec qui je fais ça.
Il y a Shunya Ito, mais pour le coup, c'est à l'échelle d'une saga, c'est-à-dire la femme scorpion, où pareil, quand je le fais, il faut que je m'enchaîne les 4 femmes scorpions, dont celui qui n'est pas de Shunya Ito, mais il y a encore Meiko Kaji, donc j'y vais quand même. Et voilà, il y a des trucs comme ça, et c'est des trucs que je vois une fois par an. C'est vrai, vraiment des choses où je ne peux pas, et c'est souvent d'ailleurs très bizarrement à la même époque. Il y a une sorte de besoin à un moment donné, de questionnement qui se pose à une époque, un contexte, j'en sais rien, qui fait que j'ai besoin de ça. Et vraiment, c'est un auteur, pour moi, je pense, vraiment majeur du cinéma japonais et du cinéma tout court, et qui est encore aujourd'hui, je trouve, malheureusement, trop peu connu quand même y compris parce que Tetsuo, on l'a, mais des films comme Vital, des films comme Snake of June, ce sont des très, très, très grands films, vraiment. Snake of June, principalement. Voilà, sauter sur Snake of June, c'est vraiment important. C'est un film important. J'ai le même problème avec John Ford, mais alors moi c'est compliqué. Bon, allez, je ferme la parenthèse. C'est vraiment compliqué, hein, je t'assure que c'est vraiment compliqué. Bon, je referme la parenthèse. Merci énormément Romain, tu sais que c'est toujours un plaisir et je le dis vraiment de manière avec beaucoup d'humilité, mais en tout cas c'est un véritable plaisir. Je suis très content de cette émission Mauvais Genre parce qu'on va aller vraiment durant toute l'année, on va explorer, peut-être pas, parce que parfois, moi qui suis un peu vieillot, je vais te proposer peut-être des trucs. Parce que j'ai en tête un film, là. Tu sais le film que j'avais en tête? Oui. Je l'ai trouvé. Ah, mais c'est parfait. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc tu l'as raconté, au premier épisode, tu l'as raconté. Je l'ai raconté, donc parce que comme je suis vieux, j'oublie tout ce que je dis, mais je l'ai trouvé. Donc, mais parfait, c'est nickel. On n'est pas obligé de le faire ça maintenant, on va faire ça un peu plus tard. Mais je l'ai trouvé. Voilà. Et c'est parfait. Sous-titré en français, ce qui veut dire ce qu'il veut dire. Incroyable. Voilà, tu peux le je veux le voir là. je sais pas si tu voudrais qu'on en parle, mais bon, parce que je l'ai vu entre-temps. Bon, bref. Il faut garder les souvenirs d'enfance, mais ne pas forcément les dire. Bon, en tout cas, le prochain épisode qui va arriver très très vite, ce sera sur un film que j'ai choisi, que j'ai proposé à Romain en lui disant écoute, moi j'ai vu ce film, c'est The Moor, M-O-O-R, The Moor, un film anglais de 2024 qui est disponible sur Shadows actuellement, un film de Chris Cronin, pardon. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je disais à Romain, moi, je vais en parler avec toi de ce film. Il l'a vu et il m'a dit, écoute, on va en parler. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura une émission consacrée à The Moor d'ici quelques jours, en tout cas après Tetsuo. Romain, merci à toi. Je rappelle, je le dis encore dans le descriptif de cette émission, vous avez le lien qui renvoie à la chaîne YouTube de Romain Rimbaud, qui est créateur de contenu, professeur de cinéma et de philosophie, mais aussi magicien. Et puis, si vous avez envie de voir d'autres émissions, en plus des émissions de Romain sur sa chaîne et des émissions qu'on a faites ensemble, il y en a pléthore. Il y en a vraiment pléthore. Dans une où il finit, c'est The Prestige, où il termine sur un tour de magie. Voilà, c'est juste un grand moment. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi. C'est un vrai bonheur à chaque fois. Donc, merci vraiment beaucoup, Samir, de ta confiance et de ta gentillesse et de ton accueil, comme toujours, extrêmement chaleureux. Mais je t'en prie, et merci pour ta patience, parce que je le dis, même si c'est des choses du coulisses, mais qu'est-ce que c'est dur de faire des émissions avec Microciné. Je le dis haut et fort, c'est très compliqué. Et merci à toi, Romain, pour ta patience. Merci beaucoup. Générique, c'est parti. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just my rifle,